Bien, donc encore une fois, bonsoir à vous. Et merci d'être venus pour cette troisième séance de ce cycle de l'Université populaire de Averroès de Bondy. Donc je vous rappelle, la question générale qu'on cherche à traiter, c'est comment on bâtit un projet territorial avec un ensemble de valeurs, de durabilité, d'inclusion sociale, de solidarité. Ce projet en fait est né, est très lié aussi à ce lieu qui nous accueille, parce que le projet depuis le début c'était d'arriver à engager une réflexion avec l'ensemble des habitants et des citoyens, comme vient de le dire Abdallah, effectivement, en tant qu'infrastructure de la ville, ce lieu appartient à tout le monde, et donc l'idée c'était de voir comment impulser aussi une dynamique de réflexion, d'échange, et aussi de formation, parce qu'il y a aussi une dimension éducative, de montée en compétences des porteurs de projets pour donner vie de plus en plus et faire naître de nouvelles initiatives, de nouvelles actions pour faire vivre ce lieu et le rendre un lieu de rencontre, de mixité sociale, de développement des personnes et des liens sociaux. Donc c'est la troisième séance qui va porter sur la question de l'inclusion sociale, qu'on a voulu en fait mettre en lien avec la question de la reconnaissance des compétences. Voilà, c'est un peu la clé d'entrée qu'on va explorer avec Julien, que je vais présenter. Tout de suite en fait, donc c'est Julien Predrija, qui est directeur de cabinet de Lossonguel et donc du maire Jean-François Caron. Bonsoir Clara. Très discrètement. Voilà, comme chez toi. Donc Julien Predrija, on se connaît depuis plusieurs années. On a été amenés aussi à travailler ensemble. Donc on se connaît bien à la fois par un lien d'amitié et puis aussi un lien de travail ensemble sur ces questions. Donc c'est ça qui m'a donné envie aussi de le solliciter pour nous raconter l'expérience de Lossonguel. Donc il y a une ville qui est située dans le bassin minier et donc qui est héritière de toute une histoire liée à l'industrie minière et qui a vécu et qui a subi aussi des effets très, très nocifs, très néfastes de toute cette histoire, surtout au moment de la fermeture des mines, où effectivement il a fallu en fait reconstruire quelque chose d'un projet pour la collectivité qui fasse lien social, pour retrouver aussi une fierté, de l'espoir pour les habitants de ce territoire. Peut-être pour reprendre le fil en fait, pour ceux qui ont participé à l'ensemble des séquences et pour ceux qui n'étaient pas là. Donc la première séance avec... donc on a eu en novembre, donc l'ouverture, c'était Patrice Guidel, donc de Pantin, qui nous a raconté l'histoire et l'expérience de l'association Ecobule, qui travaille sur les questions d'alimentation à Pantin. Et donc moi ce que je retiens, juste pour retracer un peu le fil qu'on essaye comme ça de tramer, de tisser au fil de ces différentes séances, peut-être le jus de son topo qu'on peut retenir autour de la question de l'implication citoyenne, c'est qu'une action, pour pouvoir fonctionner, durer aussi dans le temps, faire adhérer aussi des personnes, en fait, par la nécessité en fait, de partir d'un noyau de personnes qui se réunissent autour d'une conviction. Je pense que c'est ça qui était très fort, en fait, une conviction partagée qui, au-delà de l'action concrète de distribuer des paniers bio ou de s'occuper de faire des disques soupes, qui, à travers cette action, porte aussi un projet politique de transformation sociale, des liens sociaux, de la convivialité, de la manière de vivre ensemble sur le territoire. Donc l'importance de partager cette vision, cette conviction autour d'une visée politique. Et voilà, et donc toute une démarche en fait qui a expliqué ensuite de diagnostic territorial, d'essayer de repérer quels sont les besoins pour faire émerger aussi des pistes de développement et pouvoir comme ça, englober aussi des personnes plus éloignées. Et donc c'était notamment une des questions qui avait émergé et qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est toute la question de comment arriver aussi à mobiliser des personnes qui sont plus éloignées, donc qui ont des difficultés d'accès, qui sont
des difficultés économiques, mais aussi culturelles, symboliques, voilà, par rapport à un ensemble de services, d'initiatives. Et donc c'était aussi une des questions sur lesquelles on s'était quitté de comment penser cette question de l'inclusion pour éviter l'entre-soi des porteurs de projets. Mais en tout cas, il y a cette idée de fonder un projet sur une conviction et sur un socle de valeurs aussi, qui en fait la squelette qui structure ensuite l'action. La fois dernière, en décembre, on a reçu Romain Demissi, donc économiste, qui nous a parlé de l'expérience d'une association à Lille, le Spartak lillois, association associative, association sportive, donc qui à travers tout un tas d'activités sportives essaie de reconstituer du lien social, là alors avec une démarche très inclusive. Et la question qu'on s'est posée avec lui, c'était comment réfléchir au modèle économique d'un projet comme ça, associatif, qui mobilise beaucoup de bénévoles, dans l'idée que quand on parle d'économique, tout de suite en fait on est capté par des dimensions monétaires et très financières. Voilà, c'est combien on gagne, quel financement, quelle subvention on obtient quand on est une association, quel chiffre d'affaires il faut dégager pour arriver à se verser un salaire correct quand on est une entreprise. Voilà. Or, la proposition qu'on a discutée avec Romain, c'est le fait que pour penser le modèle économique, il faut pouvoir prendre du recul, s'éloigner un tout petit peu de cette captation forte sur des préoccupations financières, pour penser en fait l'économie réelle, c'est la dynamique vivante d'activité, de travail des personnes, voilà, à travers un schéma où l'idée c'est de repartir en fait d'une définition de la valeur, de qu'est-ce qu'on vise à faire, qu'est-ce qu'on cherche à faire, quels effets ça produit aussi, avec tout un tas d'enjeux aussi d'évaluation, de prise en considération des effets réels qui se produisent, qui parfois dépassent même les intentions initiales. Ensuite, la question de s'interroger sur quelles ressources ça mobilise, et au-delà des ressources très basiques de temps, argent et un peu d'équipement, c'est toute la question de ce qu'il appelait les ressources immatérielles, c'est-à-dire des ressources qui sont portées par des formes d'engagement des personnes dans le travail. C'est la qualité des relations, la qualité de la confiance qu'on a les uns vis-à-vis des autres, la question aussi des compétences nécessaires pour, par exemple, dans l'animation de ces activités sportives, pour éviter de tomber dans un modèle plus classique de la compétition, le fait de porter auprès d'un public très large le principe de la solidarité, avec l'idée que ceux qui jouent mieux que d'autres qui sont novices, eh ben, le principe de l'association, c'est pas d'écraser les novices, mais c'est au contraire, comment les plus expérimentés se mettent au service aussi d'une montée en compétences pour que tout le monde puisse prendre du plaisir. Amener tout ça, ça demande aussi un certain nombre de compétences. C'est pas évident d'animer un groupe de jeunes qui arrivent très chargés voilà, pour faire la compète et pour démontrer qui est le plus fort, voilà, d'arriver aussi à animer quelque chose qui prend alors une autre forme et qui permet de faire vivre les valeurs et donc la visée de l'association. Voilà. Et seulement à ce moment-là, du coup, on peut se poser la question du financement, et c'est un financement qu'on a vu qui peut être très direct, du coup, par des formes comme ça, de subventions, de ventes, de monétaires, mais qui repose aussi beaucoup sur des formes de financement non monétaires, notamment à travers le travail bénévole ou la mise à disposition qu'on peut obtenir des uns et des autres d'équipements, de matériel, de prêts, voilà. Donc comment on peut aussi s'appuyer sur des ressources tierces pour faire fonctionner cette dynamique alors qu'il fonctionne en boucle. Voilà. Et puis on avait terminé aussi la séance avec Clara et Audrey, nos libraires de Bondy, et donc Clara qui est là ce soir. Bonsoir. Comme ça, on ne te loupe pas ce soir. Et donc, ça nous avait permis aussi de faire un peu ce lien entre une démarche associative et une démarche plus entrepreneuriale. Voilà, quel point de contact, quel point de convergence, de divergence se pose dans cette réflexion sur le modèle économique. Et avec l'idée que même quand on est dans un projet entrepreneurial, on peut aussi viser autre chose que simplement un chiffre d'affaires ou pour une librairie, la vente de livres. Voilà, donc c'est toute votre dimension aussi de faire exister un espace de convivialité, de rencontre dans la librairie. Voilà. Donc ce soir on aborde la question de l'inclusion sociale, donc, qui a traversé un peu les deux premières séances. Et donc pour ce faire, je passe la parole tout de suite à Julien,
L'idée de la présentation, donc comme d'habitude, on va prendre 3/4 d'heure de présentation et puis on passera un petit temps de débat. Donc on a organisé le topo autour de 3 points. L'idée c'est de revenir en quelques mots sur les trajectoires de la ville, notamment pour évoquer aussi que la mise en récit de cette trajectoire a été déjà en soi un travail important et significatif dont va nous parler Julien, qui participe pleinement à l'enjeu des questions d'inclusion. Voir ensuite quelles problématiques sociales se posent à travers cette histoire du territoire et quelles questions politiques ça pose. Et alors ici, on ne parle pas de la politique politicienne, c'est vraiment les questions de conduction de la politique à l'échelle de la ville. Comment on fait, comment on amène l'action publique auprès des citoyens et de la dynamique collective. Et ensuite, on terminera en fait avec une présentation d'un certain nombre d'initiatives, de dispositifs que la ville de Lausanne a mis en place pour essayer de construire cette coopération entre les acteurs élus, les habitants, les services aussi, sous l'hypothèse que c'est à partir de cette coopération entre les différents acteurs qu'on peut alors construire une dynamique durable et inclusive dans le temps. Merci beaucoup Julien, et je te passe la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille à Lausanne-Goël, c'est une petite ville de 6500 habitants qui est située à côté de Lens, dans le bassin minier. Si tu me passes le câble, Sandro, je pourrais mettre quelques images là-dessus. Ouais, donc une petite ville qui est située, si vous voulez, dans une métropole, mais qui n'est pas une métropole classique à la française. C'est une métropole en fait qui s'est constituée le long d'une faille de charbon, parce que c'est comme ça que la ville s'est construite. En fait, on trouvait des puits, du charbon, et donc on construisait la ville autour de ces puits. Et donc, plus on avançait, plus on trouvait du charbon. Et donc ça s'est vraiment fait comme ça, de long en large. Voilà, vous avez une carte là. Ça fait 1,2 million d'habitants, le bassin minier. On y a creusé près de 100 000 km de galeries. C'est 2,5 fois le tour de la Terre, sur une période de 300 ans environ. Et tous les petits carrés que vous voyez là, en fait, c'est des concessions minières. C'est-à-dire que c'était des morceaux de territoire captés, pour reprendre ce terme, appropriés par les compagnies de mines, les houillères. C'est donc un territoire, j'aime bien rappeler, qui a en quelque sorte été colonisé, pas par une puissance étrangère, encore que par les puissances économiques et financières, qui n'avaient pas d'intérêt à faire que la valeur créée reste nécessairement dans ce territoire. C'était les compagnies textiles notamment qui possédaient une force d'activité économique, qui cherchait à tenir en fait l'ensemble de la filière, et donc de tenir l'énergie pour ensuite envoyer les machines à vapeur et distribuer les productions textiles de par le monde. Bon. Voilà comment s'est fait l'histoire de ce territoire. Les conséquences qu'on a à gérer quand l'activité minière s'arrête, à la fin des années 80, début des années 90, c'est énormément de dégradation paysagère. On a des terris qui apparaissent, vous savez, ces montagnes faites du rebut de l'exploitation minière. On a des sols extrêmement pollués du fait des produits chimiques liés à l'exploitation, mais aussi du fait d'une exploitation agricole qui développe aussi des manières peu durables finalement pour produire. On a une des eaux les plus polluées de France. Et donc finalement, un truc assez lourd quoi, à devoir gérer. Et en plus, comme l'activité minière s'arrête, le chômage augmente. On a une crise sociale qui s'enclenche, une crise économique, et puis surtout il n'y a pas de plan B, c'est-à-dire que pendant 300 ans on a exploité ce territoire pour le charbon, mais pas pour autre chose. Et donc quand on se retourne, on s'en va mince, il n'y a plus de charbon, en tout cas on ne peut plus en produire comme on en produisait avant, parce qu'il est moins compétitif, parce que en Chine, en Pologne, en Afrique du Sud, on en produit pour moins cher. Qu'est-ce qu'on fait? Gros point d'interrogation, quoi. Donc ça c'est des éléments très difficiles à devoir appréhender, pour lesquels les élus de l'époque, les citoyens, les acteurs économiques, personne n'était préparé à ça. C'est 300 ans
d'exploitation de ce type, et puis en l'espace d'une génération presque, il faut complètement changer de modèle. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu la question qui nous est posée quand on regarde les perspectives du changement climatique et les conséquences d'un monde à plus, au moins plus de degrés. C'est comment on change de modèle très rapidement. Bon. Ben, nous, on en vient, voilà, on n'a pas complètement changé de modèle, mais il a fallu réinventer quelque chose. Et puis, dernier élément, quand on parle d'inclusion sociale, c'est le contexte très paternaliste, finalement, de ce modèle industriel qui faisait qu'on ne donnait pas le droit de parole aux gens, on leur fournissait tous les services dont ils avaient besoin, mais à condition qu'ils se taisent et qu'ils aillent tailler le charbon, point barre. Ce qui fait que les hôpitaux, les écoles, les stades de foot, les loisirs, donc toute la vie socio-culturelle était organisée autour de l'activité économique, avec les citoyens qui étaient simplement des ouvriers finalement de cette exploitation minière. Et donc, quand il faut chercher un modèle alternatif, un projet de développement pour rebondir, c'est encore plus compliqué si en plus vous n'avez pas une population un peu formée, prête à prendre des initiatives, qui a confiance en elle. La question de la confiance, elle est aussi au cœur de ces enjeux, parce que pendant 300 ans, on a dit les mineurs, c'est les premiers ouvriers de France. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est eux qui redressent le pays, c'est eux qui partent la bataille du charbon, on parle comme ça. Et dans les années 90, c'est plus les premiers ouvriers de France, c'est des gueules noires, on ne sait pas quoi en faire, il faut les reclasser. Il y a même des rapports officiels qui théorisent qu'il faut juste prendre cette population, raser les puits de mine, les fosses, les cités minières et la déplacer. Vous vous rendez compte de la violence que c'est? Une non-reconnaissance finalement de ce qu'a été le territoire, de ce qu'il a permis de créer, de la valeur qu'il a générée et de tous ces gens qui ont contribué directement et donc leurs descendants dont on ne sait pas bien quoi faire par la suite. Voilà, donc la mine comme une honte finalement d'être mineur, d'être ce qu'on était. Et tout le projet de Los Angeles, ça a été de prendre le contre-pied de ce récit dominant qui voulait imposer le fait que, en fait, on ne servait plus à rien. Aujourd'hui, on n'est pas complètement sorti de l'auberge. On a une crise économique et sociale toujours très très forte. On a un chômage structurel qui fait qu'on est à plus 4 points au-dessus de la moyenne. On est un des territoires les plus paupérisés de France, 23% de taux de pauvreté, 20% de chômage à l'échelle du bassin minier. Et voilà, finalement, tout ce que je vais vous raconter de ce qu'on a pu mettre en place, on l'a fait à petite échelle, on a de beaux résultats, on a mis des dispositifs qui permettent d'impliquer la population, de travailler en coopération, mais ça ne change pas encore la vie des gens. C'est pas encore à l'échelle, si vous voulez. Et donc une question qu'on se pose, qu'on ne traite pas ici directement, mais que nous, on a en arrière-plan tout le temps, mais c'est la question aussi de la transition et des transitionneurs et la capacité de se mettre en lien et à faire que ce système alternatif qu'on essaye d'organiser là autour du développement durable change d'échelle. C'est en permanence chez nous, tout ce qu'on fait, pour l'instant, c'est pas suffisant. Et donc toutes les crises sociales qu'on vit actuellement, c'est aussi une conséquence de ne pas encore être à l'échelle de ces solutions. Alors, un petit point d'actualité quand même sur les gilets jaunes. Ce qui est intéressant, à Los Angeles et dans d'autres villes avec lesquelles on est en lien et qui sont un peu comme Los, des territoires un peu avancés sur ces questions de transition, de développement durable, c'est qu'en fait la crise des gilets jaunes, elle ne se passe pas exactement de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on a moins de séquelles socio-économiques, chez nous c'est très compliqué aussi. Mais nous, le cahier de doléances, il doit y avoir une proposition. On a dû avoir 2 appels à la mairie. C'est tout. Et pourtant, on n'est pas moins, pardon de l'expression, dans la merde que les autres, quoi. Simplement, les méthodes de travail, quand je dis de travail, c'est pas de travail salarié, c'est de travail public, politique, citoyen qu'on a mis en place, finalement, elles sont en capacité de peut-être amoindrir cette colère, ou en tout cas
la remettre au service finalement d'un projet d'intérêt général. Et donc, plutôt que d'être dans la réaction et dans des revendications, on est plutôt dans des propositions. Et c'est là-dessus que je voudrais atterrir quand Sandro parlait des dispositifs de travail. C'est concrètement comment ça se structure, ces dispositifs. Et vous allez voir que politiquement, c'est pas très compliqué à faire. Techniquement, c'est un peu plus difficile. Il faut en assumer la charge derrière. Et ça vous bouscule sur vos métiers d'élus, de citoyens, si tant est que le citoyen est un métier de citoyen, enfin, et des techniciens. Voilà, ça change un peu les représentations qu'on a des uns et des autres et de ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, il faut aussi parfois être accompagné pour arriver à le mettre en place correctement. Bon, ça, j'en ai parlé, l'héritage lourd à gérer. Los Angeles, j'en ai dit quelques mots, donc 6500 habitants. Elle est intéressante cette carte parce que juste elle permet de se rendre compte que l'impact minier, il se lie aussi de manière géographique. Vous voyez les deux zones, les deux cercles là, c'est nos deux centres urbains. Pourquoi? Parce qu'on avait deux puits principaux d'extraction du charbon. Et donc on a construit, si vous voulez, la ville autour. Donc on n'est pas une ville avec un centre-bourg et puis une conurbation et puis une périphérie un peu plus paysagère, agricole. Non, en fait, le bassin minier, toutes les villes, c'est comme ça. Vous avez de l'agriculture au milieu de la ville et la ville elle-même compartimentée entre différentes zones urbaines. Et puis les traits bleus, là, c'est des rocades ou des routes, si vous voulez, départementales. La ville est traversée. Une espèce de fragmentation à la fois écologique, mais du coup sociale aussi. Comment construire une identité quand, en fait, ce qui vous relie, c'est une route sur laquelle on route à 90 km/h, enfin 80 maintenant, et qu'on a énormément de mal à pouvoir traverser comme ça simplement, parce qu'il n'y a pas les infrastructures qui le permettent. Bon. Donc, l'héritage dont je parle, il s'incarne concrètement dans le paysage, dans les territoires. 9 puits de mine au total, donc c'est tous les petits points rouges là, que vous voyez sur la carte, et donc une emprise foncière aussi très importante voilà, des rebuts de l'exploitation minière. Je ne suis pas plus long là-dessus. La trajectoire, on y vient. La question qui s'est posée en fait à Los Angeles, c'était est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on rebondit? Et cette question, en fait, on voit qu'elle se pose dans toutes les villes pilotes du développement durable avec lesquelles on a été ou on est en lien. C'est-à-dire que cette question, en fait, de l'identité collective qui consiste à avoir cet élan de dire, voilà, on va pas mourir, la voie qu'on nous propose là d'aller, elle ne nous convient pas, et on a des choses à proposer. Et donc la reconnaissance, c'est d'abord une reconnaissance de ce qu'on est, de ce qu'on a à proposer, et des fois des choses qu'on ne voit pas soi-même. Il faut révéler toute une série de qualités, toute une série d'avantages, d'atouts qui sont absolument invisibles, surtout quand vous êtes issu de ce territoire, que vous y vivez au quotidien, et là, il n'y a pas forcément le regard neuf, le regard extérieur. Et pour arriver à structurer cette démarche, nous on parle d'une démarche de résilience. Je vais essayer de ne pas être trop jargonneux, mais ce terme-là, j'aime bien quand même l'amener. La résilience, c'est vrai tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, et c'est vrai sur le plan des individus comme c'est vrai sur le plan écologique des territoires. C'est la capacité de rebondir après un choc en tirant les leçons du passé. C'est-à-dire la capacité qu'on a à assumer ce choc, on ne le nie pas, il est là, et les chocs peuvent avoir différentes formes, qu'on prenne ça sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Et c'est trouver finalement cette capacité en soi et avec les autres, et de surmonter ce choc et de retrouver un état d'équilibre. Souvent je prends l'image de la forêt. Une forêt, elle peut reverdir après un feu. Elle a la capacité de se régénérer. Sur le plan territorial, sur le plan humain, c'est vrai aussi. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est pas une baguette magique, mais c'est un processus lent qu'on peut structurer, qu'on peut arriver à mettre en place. Et pour ça, la question du noyau dur, un groupe d'humains convaincus qu'ils ont quelque chose en commun, un partagé, et que c'est ça qu'ils doivent protéger, préserver ou reconstruire, et c'est hyper important. Alors, en fait, ce qui s'est passé à Los Angeles,
on l'ancre d'abord dans les années 80, donc c'est-à-dire au moment où on commence à avoir cette théorie que la mine c'est fini, des rapports officiels qui disent qu'il va falloir déplacer la population, donc ça devient concret, ça devient sérieux, que les élus sont obligés de réparer, en fait, ils sont dans la réparation, c'est-à-dire que vous avez des affaissements miniers, donc il faut réparer des maisons qui s'écroulent, vous avez des eaux d'exode ou de nappes phréatiques qui remontent, donc des lacs qui se sont créés comme ça, pas à Los Angeles mais à côté, dans le territoire du bassin minier, donc il faut gérer tout d'un coup ces territoires inondés, il faut gérer la pollution des sols, il faut gérer l'emprise foncière, enfin, il y a plein de choses à réparer finalement. Et ça, c'était l'urgence. Mais à Los Angeles, on a pris une voie de traverse, c'est-à-dire qu'en plus de la réparation, on a mis en place un processus culturel, un festival. Et souvent on l'oublie quand moi j'ai exhumé un peu ces questions, parce que d'abord j'ai été recruté à Los Angeles comme chargé de récit. Mon rôle c'était de travailler à l'histoire, c'était quoi l'histoire de cette ville et les étapes finalement de cette trajectoire. C'est absolument génial, hein. Ça n'existe plus ce poste, mais c'était super. Ça peut intéresser des représentants officiels de collectivités. C'est vraiment utile en termes de révélation de plein de choses. Et en fait, quand j'en discutais avec Jean-François Caron, le maire de l'époque, lui, il ancrait le début du rebond de la ville en 2000. Les années 2000, c'était là où il avait pris, lui, le poste de maire, et il avait eu cette vision très forte d'une écologie urbaine, d'un modèle un peu alternatif de développement durable. Et en réalité, en fait, il s'était passé des étapes fondatrices avant, auxquelles il avait même participé, mais voilà, c'était pas forcément conscientisé. Et ça, je trouve que c'est assez révélateur aussi, généralement, la culture, le lien social par la culture, en fait, c'est souvent la dernière roue du carrosse, quoi. Quand il faut faire des économies, quand on a besoin de prioriser, bon, bah, la culture, on va tailler plus facilement dedans que, je sais pas moi, sur la question du marketing territorial ou du développement économique, parce que ça, c'est sérieux, quoi. Ça, c'est important. Comme si la culture ne l'était pas, alors que finalement, c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui fait le lien entre les gens. Bon, sans doute pas ici que j'ai à convaincre de ça, mais pour Los Angeles, ça a vraiment permis de changer le regard en fait que les habitants portaient sur leur territoire. Ça s'est fait comment? De manière complètement spontanée, il y a eu des appels à participation des Lossois pour exprimer à travers les arts qu'ils maîtrisaient, la peinture, le théâtre, la poésie, finalement un peu d'eux-mêmes et de le mettre en partage avec les Lossois. C'est comme ça que les Goéliades, ce festival est né. Et donc en fait, c'était pas plus compliqué que ouvrir des salles municipales, appeler la population à manifester son intérêt, et puis créer un cadre dans lequel le peintre il peut exposer ses peintures, le poète il va avoir une soirée dédiée sur laquelle il va pouvoir clamer ses poésies, etc., etc. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en concours de décoration du paysage, notamment des terris. Les terris, c'était pas vu à l'époque comme quelque chose de beau, comme quelque chose de noble, c'était vu comme quelque chose de sale, de dégradant. Et finalement, on est un peu ce que le paysage nous renvoie de nous-mêmes. Quand on vit dans un territoire, dans une ville qui est sale, qui est pas belle, ou qu'on voit sale, ou qu'on voit comme n'étant pas belle, c'est un peu de soi-même dont on parle. On se voit pas forcément comme légitime, comme beau, comme... ce rapport, je ne suis pas expert de ces questions-là, mais certains urbanistes ou géographes ont vraiment bien travaillé. Et donc finalement, travailler sur cette question de l'image des terris, c'était important pour renvoyer quelque chose de neuf, de beau, et puis aider à changer de regard. Et donc vous voyez les photos là, ici, qu'est-ce que vous voyez? Une espèce de sommet enneigé là, hein. Et ça c'est le terri avec de la craie déversée en haut du terri. Donc concours, des jeunes se manifestent, tiens on a une idée, on va faire de la neige éternelle en déversant de la craie, et puis des sacs sont montés comme ça, là, à dos d'homme, hein, ils se font relais comme ça pour monter jusqu'en haut, ça fait 186 mètres hein, quand même, donc c'est une ascension à chaque fois, c'est un vrai défi sportif aussi, parce qu'il faut les monter les sacs, et donc de déverser tous ces sacs pour que le matin, quand les gens voulaient voler, tout d'un coup, tiens, ce soit une montagne avec les neiges éternelles, quoi. Tout d'un coup, le territoire, il est beau. Alors c'est un peu d'artifice, hein, mais c'est un peu de poésie, c'est pas autre chose.
Et puis on a fait appel à des artistes plasticiens, voilà, pour créer des expérimentations. Là par exemple, c'est des cônes lumineux, quand les gens marchent à côté, les cônes s'allument. Voilà, donc ça crée aussi un effet au loin, quand on est à côté, et le terri s'illumine. Bon. Et bien c'est le début à ce moment-là de cette histoire alternative. C'est-à-dire qu'on peut commencer à se raconter autre chose, et les arts, la culture, le rêve, comme cette capacité à avoir un nouvel imaginaire, et à ne pas rester empêtré dans ce qui est le réel pour l'instant, c'est-à-dire ce territoire dévasté, pollué, dont on ne sait pas quoi faire, et dont on n'est pas fier. Et puis, à partir de 1986, les Goéliades vont se doter d'une fonction complémentaire, c'est des spectacles narratifs, des sons et lumières, un peu à l'image du Puy du Fou, qui démarre aussi dans ces années-là, avec une perspective politique qui est peut-être différente, à vous d'en juger, mais en tout cas sur le sens de cette dynamique, c'était de faire jouer l'histoire de la commune par les gens qui habitaient la commune. Donc, en fait, on recrute un metteur en scène, c'est le seul professionnel de la bande. À nouveau, appel à la population, qui veut venir chanter, qui a des qualités pour nous aider à faire les décors, qui peut nous aider à faire les costumes, qui a envie d'être projectionniste et de faire la lumière, qui a des compétences en sono, et voilà. Et de toute façon, comme il n'y a pas de budget au sein de la ville pour déployer des scènes, une troupe professionnelle, bah, de toute façon c'est un peu nécessité fait loi, quoi. On est obligé, si on veut le faire, de le faire avec les gens. Et finalement c'est ça qui compte, c'est de l'avoir fait avec les gens, parce que quand vous en parlez avec les pionniers là, de cette démarche, ils ont encore la chair de poule, vous sentez vraiment que ça a été une expérience transformatrice. Le premier spectacle, 1986, s'appelle Terre d'en haut, Terre d'en bas. Donc c'est l'histoire des agriculteurs qui sont sur cette terre d'en haut, et puis des mineurs qui sont dans cette terre d'en bas. Et qu'est-ce qu'ils racontent ces deux communautés? Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Et les décors sont confectionnés par les agriculteurs qui ramènent des ballots de paille, voilà, toute une série de décorations grâce à leurs tracteurs. C'est vraiment participatif. Et les mineurs, c'est joué par ce qui va bientôt être d'anciens mineurs, quoi. Le métier de mineur va disparaître. Et donc ce qui se joue à ce moment-là, ben, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des habitants acteurs. Alors au sens littéral du terme, d'abord, mais en réalité au sens beaucoup plus profond. C'est-à-dire que les gens vont retrouver une capacité à être acteurs de leur vie. Parce qu'en fait, à travers ces spectacles, ils vont réussir à faire le deuil du monde de la mine, du monde d'hier, celui qui est en train de mourir. Et finalement, c'est ce monde-là qui meurt. C'est pas le territoire, c'est pas les gens. Les gens, ils ont des choses encore à proposer, il y a une vitalité qui peut s'exprimer. Et donc les arts, la culture ont permis de le révéler. Ça a vraiment mis la ville sur une trajectoire qu'on ne soupçonnait pas à l'époque, mais une trajectoire de développement durable. Dans les années 90, bon, je vois un air compatissant à côté, donc ça va, vous me rattrapez. Puis surtout, si vous avez des questions, vous m'interpellez, on est là pour échanger. Dans les années 90, on va passer à une phase beaucoup plus opérationnelle de l'implication des habitants. Opérationnelle au sens du projet de ville, du projet politique. On a des habitants acteurs qui, depuis 86, participent des Goéliades. Chaque printemps, il y a des spectacles réguliers qui sont joués. Ça permet de rédiger, d'écrire cette histoire et donc de la valoriser, d'en être de plus en plus fier. Et puis, Los Angeles, tout d'un coup on en parle parce qu'il y a des belles images à faire. Les journalistes viennent pour raconter autre chose que la désespérance. Enfin, voilà, c'est les premiers signaux de cette alternative. Et donc dans les années 90, il faut faire la révision du plan d'occupation des sols, ce document d'urbanisme qui planifie en fait le zonage, l'urbanisation, l'aménagement de la ville. Telle zone, on va le dédier à l'agriculture, telle autre zone, on va la dédier plutôt à implanter du commerce, telle autre zone, c'est du résidentiel, et puis voilà, on fait de l'emprise, on réserve des parties de territoire pour tel ou tel secteur d'activité. Enfin, voilà, c'est une stratégie de développement, le plan d'occupation des sols. On parle des plans locaux d'urbanisme. Aujourd'hui, peut-être vous êtes consulté par vos élus ou d'autres pour donner votre avis. Bon. En fait, le plan d'occupation des sols, donc à l'époque, on l'a pris comme un prétexte pour aller chercher les citoyens
et leur demander leur avis. Non pas sur le plan d'occupation des sols, parce que c'est quand même un peu techno, voilà, c'est du travail qui n'est pas appropriable comme ça spontanément par tout à chacun, surtout quand on a affaire à une population qui n'a pas été beaucoup à l'école. C'est difficile de leur dire vous avez travaillé, voilà le zonage qu'on a fait, qu'est-ce que vous en pensez? On pose la question comme ça, le débat est pipé d'avance. Non, on a été chercher les citoyens sur les critiques qu'ils avaient à formuler, et alors ça tombait bien, il y en avait plein, et peut-être les propositions qu'ils avaient à faire. Et en assumant le fait que les propositions n'allaient pas arriver tout de suite. En assumant le fait qu'on allait d'abord passer par une phase où, entre guillemets, on allait en prendre plein la gueule, parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas à Los Angeles à ce moment-là. Mais sans forcément avoir une compétence d'expert pour le faire. C'était vraiment une volonté politique portée par Jean-François Caron, qui était élu au sein du conseil municipal à ce moment-là, de dire, ben voilà, c'est l'occasion d'aller chercher les gens et de leur demander leur avis. Et donc on l'a fait de manière un peu bricolage, quoi, si vous voulez. D'abord, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble de la population. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Là, il y en a eu quand même. On s'est dit, bon, le questionnaire, c'est peut-être pas terrible. Donc, allez, 6 mois plus tard, on a commencé à faire des réunions dans les quartiers. Avec des réunions qu'on ne savait pas bien mener, quoi. Par quoi on commence, bon. Mais c'est pas grave, comme les gens avaient été, si vous voulez, cantonnés à un rôle de mineur ou de femme de mineur ou de fille ou fils de mineur, tout d'un coup qu'on leur demande leur avis sur ce qu'ils pensaient du territoire, en fait ça a suscité une adhésion énorme. Donc on a aussi bénéficié de ce contraste, quoi. Si on n'était pas bien formé, pas bien outillé, et dans ces années peu l'été finalement en France ou dans les territoires, on a quand même bénéficié d'un appétit énorme des gens à participer et à dire ce qu'ils avaient à dire. Et c'est un processus qui a mis 5 ans à aboutir. C'est long, 5 ans. C'est le temps d'un mandat politique, quasiment. Donc, il fallait aussi assumer le fait que, finalement, cette consultation, aujourd'hui on parle d'un grand débat national, on lui donne quoi? 6 mois? Nous, on a mis 5 ans à l'échelle de Los Angeles pour faire le grand débat local. Et arriver à faire en sorte que les uns et les autres puissent monter dans le bateau, puissent embarquer. Parce que ça ne se fait pas comme ça, spontanément. Il y a la phase de vidage de sac, il y a la phase de qualification des choses qui remontent, il y a la phase de transformation en proposition, il y a la phase de transformation des propositions en plan opérationnel. Et seulement après, on peut dire ok, on a un document ficelé et on peut y aller. Et ça se fait au rythme des gens. Et si vous le faites au rythme de la bureaucratie ou au rythme de la collectivité, vous allez aller vite, mais pas avec tout le monde, vous allez en laisser sur le carreau. Bon. Et puis, ce qui s'est passé dans ce travail, c'est que progressivement, on a fait appel à des expertises extérieures, justement pour transformer les besoins, les critiques, ce qui remontait, en propositions un peu plus opérationnelles. Quand les gens disent la ville elle est sale, ou la ville elle est pas belle, ou on s'y sent pas bien, c'est d'abord comme ça qu'on exprime les choses. Concrètement, d'un point de vue paysager, d'un point de vue urbain, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ça veut dire qu'il faut mettre en place une ceinture verte, travailler des corridors biologiques dans la ville, préserver des espaces publics, des espaces de biodiversité, travailler les voies de cheminement, travailler la perspective aussi visuelle par rapport à la ville quand on est sur différents points hauts, et puis du coup avoir une connaissance fine de la topographie de cette ville. Et c'est seulement, si vous voulez, au bout de 2 ans, 3 ans, qu'on a fait appel à des sociologues, à des paysagistes pour aider à qualifier tout ça. Et je pense que c'était une clé de la réussite, le temps long pour le faire, parce que ça permet d'embarquer tout le monde. En tout cas, personne ne peut dire j'ai pas eu l'occasion de venir et d'embarquer, quoi. Après, il y en a qui veulent pas, mais bon, ça c'est leur affaire. Et au moins, on a créé les conditions pour le faire. Et puis, progressivement, des experts qui arrivent, mais c'est pas eux qui ont la main, c'est pas eux qui disent ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser. Ils se basent sur le retour de la population pour transformer ça en plan opérationnel. Et finalement, le plan d'occupation des sols, il est abouti, je crois, en 98-99. On n'en parle même pas. Finalement, il est revenu en chambre et le plan d'occupation des sols s'inspire directement de toute cette consultation, mais on n'en fait pas grande communication. C'est l'outil de planification des experts de la ville, donc des élus, des techniciens. Mais ce qu'on a sorti, c'est une charte du cadre de vie. Et ça, c'est appropriable. La charte du cadre de vie, c'est les grandes priorités de développement du territoire. On était le pays du charbon,
on va développer les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce qu'on avait l'énergie gratuite, bon, on veut encore avoir de l'énergie gratuite, et pour le faire, faut chercher celle qu'on a à disposition, le charbon c'est plus possible. On est un pays dévasté, noir, pollué, on va développer un plan paysager, on va planter des arbres, on va faire des corridors. On a une des eaux les plus polluées de France, eh bien préservons cette ressource en eau, on va développer des cuves de récupération d'eau de pluie dans tous les bâtiments publics pour devenir autonome. On est une ville issue du paternalisme où les gens n'avaient pas le droit de parole, on va développer tout ce qu'on peut en termes d'implication citoyenne, ce qu'on appellera plus tard, par ailleurs, de la démocratie participative. On a des carreaux de fosse, c'est-à-dire des endroits où on a produit du charbon, qui sont de belles bâtisses en briques rouges, très fortes, mais qui sont en train de s'effilocher, parce qu'il n'y a plus d'activité, et bien on va leur donner une deuxième vie. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des vies complémentaires, mais dans cette trajectoire. Les sites de production économique avaient vocation à rester des sites de production économique. Et donc, ce qui s'appelle chez nous la base 11-19, le puits numéro 11 et 19 sur un carreau de fosse, comme ça que ça s'appelle, la base 11-19, on n'a pas cherché à transformer l'identité de ce lieu. On lui a donné une vocation économique, mais sur des éco-activités. Voilà. Et donc la charte du cadre de vie, en fait, c'est juste cette trajectoire-là, c'est 7 ou 8 priorités qui sont le fruit de ce travail de concertation que tout le monde a pu contribuer à produire, mais qui dessine un cap. Voilà. Et le plan d'occupation des sols, on n'en parle plus, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelle vision collective on a permis de construire et sur laquelle, du coup, on est prêt maintenant à se mettre en chemin. Et en parallèle de ce travail, ce qui est important, c'est les premières expérimentations aussi. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir un travail de concertation dans des salles où les gens peuvent sortir, se réunir. Il faut aussi du mode projet. C'est-à-dire qu'il faut tester tout de suite l'expérimentation. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vérifier que ce que vous prévoyez là, en grande trajectoire de transition, ça tient dans le concret, dans le réel. Par exemple, les cuves de récupération d'eau de pluie. C'est bien sur le papier de dire on va généraliser ces cuves-là dans tous les bâtiments publics. Et allez-y, montez la première. Et après, on en parle. Personne n'est formé pour le faire. Les marchés publics, c'est toute une histoire pour arriver à trouver un fournisseur qui sait rentrer dans les clous du marché public et mettre une cuve de récupération. Faites-le avec les bailleurs sociaux chez les gens, personne n'est formé à ça. On a eu des tas d'histoires d'échecs, et notamment sur ces cuves où certaines étaient montées à l'envers, on avait des factures d'eau du coup d'habitants qui étaient complètement astronomiques, parce que comme c'était monté à l'envers, ça pompait sur le réseau et ça recrachait par ailleurs, enfin des trucs aberrants. Et alors là, il faut l'assumer aussi, mais ça renvoie finalement à une posture d'humilité. Si on est là pour changer le modèle, on a le droit de se planter aussi. Donc accepter, et donc ça permet aussi pour les élus et pour les agents en responsabilité d'assumer ces questions-là. Puisque on est tous embarqués dans cette vision de la transformation et qu'on va tous le tester en direct, on va tous apprendre, tolérer qu'on ne sache pas aujourd'hui le faire, mais on va apprendre ensemble. Voilà. Et donc c'est un processus qui s'est mis en mouvement comme ça. Je vais accélérer un petit peu. Dans les années 2000, finalement, cette charte du cadre de vie, elle va passer en application. Les grands principes, on va les généraliser. Et des expérimentations, on va passer aux généralisations. Et puis, on va commencer à structurer notre collectivité, notre organisation de travail en mode projet. C'est une espèce de barbarisme pour dire que on ne va pas juste appliquer des directives descendantes, mais on va faire du projet. Et du projet, il faut impliquer des acteurs, il faut impliquer les citoyens, il faut trouver des méthodes pour conduire les projets qui ne sont pas juste d'avoir des fonctionnaires ou des élus décideurs seuls dans leur coin. Voilà. Travailler différemment. Bon. Et donc on a, fin de la trajectoire, et puis je vais arriver du coup sur les dispositifs. Dans les années 2010, finalement, un écosystème qui émerge, assez mature. Alors, ça se traduit comment? Par plein de projets dans plein de secteurs différents, sur l'agriculture, sur les énergies renouvelables, sur la récupération de l'eau, sur la préservation de la biodiversité, sur des projets de développement avec les écoles, avec les commerces, etc. Et ça se traduit aussi dans les urnes. C'est-à-dire que l'équipe en place, qui applique cette charte du cadre de vie, qui est le fruit d'une concertation longue de presque 5 ans, elle-même la conséquence d'une dynamique culturelle qui faisait sauter un peu les cadres là, dans la tête des gens et permettait d'ouvrir de nouveaux imaginaires,
l'équipe en place est réélue à près de 82% en 2008. C'est le plus haut score du Nord-Pas-de-Calais. Il y a un phénomène. Voilà. Et donc ça commence à être, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi? Les gens sont-ils devenus écolos? Non, pas du tout. Pas plus qu'ailleurs, ou pas moins qu'ailleurs. Ils sont juste devenus des acteurs opérationnels de la transformation de leur ville. Voilà, ça, ils le reconnaissent aussi. La reconnaissance, ça va dans les deux sens. Hein. Si vous reconnaissez les citoyens dans leur capacité à coproduire la ville, ils reconnaissent aussi les élus qui leur permettent de faire ça pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des élus animateurs d'un débat public, qui créent des dynamiques collectives. Bon. Et en 2014, on est réélu à 100%, il n'y a même plus d'opposition, parce qu'en fait, en travaillant comme ça, en fait, d'une certaine manière, on internalise l'opposition, puisqu'en fait, tout est bon à amélioration. Donc dès qu'il y a une pétition, dès qu'il y a une contestation, ok, bon projet, allez, on y va. Groupe de travail, on discute, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les opportunités, ça on peut faire, ça on peut pas faire. Bref, le mode projet s'organise et on avance comme ça. Alors ça, c'est le côté un peu joli de la médaille, hein, celui qui brille. Si je la retourne, c'est la charge de travail énorme que ça impute aux services et aux élus qui transforment leur métier et qui ne sont pas du tout outillés pour le faire parce que personne n'a jamais formé ni les élus ni les techniciens à travailler comme ça. Quand vous allez dans le Centre national de la fonction publique territoriale, on ne vous apprend pas le mode projet, l'implication des habitants. Non, surtout pas. Bon. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à cheminer, nous, avec des ergonomes, des économistes, avec Sandro, pour arriver justement à soutenir notre capacité collective en tant que technicien, en tant qu'élu, à assumer cette charge de travail-là. Bon, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais il faut l'entendre quand même, parce que quand vous impliquez les gens, en fait, c'est hyper exigeant. Vous ne pouvez pas le faire à moitié, sinon c'est pire que mieux. Vaut mieux pas le faire. Hein. Si vous ne voulez pas le faire à 100%, vaut mieux pas le faire. Vraiment, pour les uns et pour les autres. Parce que les séquelles d'un processus non abouti ou instrumentalisé, en fait, c'est de la défiance, voilà, ça va à l'encontre finalement d'une capacité à travailler ensemble. Donc, à la rigueur, si on n'est pas soit fort sur la volonté politique d'y aller, soit un peu outillé en capacité de le faire, il faut y aller prudemment. Alors, par contre, les effets, voilà, j'en ai parlé, c'est hyper bénéfique quand on y va vraiment, mais il faut y aller vraiment. Alors si je résume ce processus de résilience là en 4 décennies finalement, c'est d'abord la culture comme pilier de transformation du regard et donc des habitants acteurs au sens culturel du terme, un diagnostic social environnemental formalisé dans une charte du cadre de vie dans les années 90, et là on a des habitants acteurs au sens du projet de ville. Dans les années 2000, on a des effets d'entraînement sur l'économie. J'en ai pas beaucoup parlé, puis c'est pas vraiment le sujet, mais un exemple, on a des commerces locaux qui réapparaissent au centre de la ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, la ville, elle est devenue belle, et il y a des gens qui s'y sentent bien, et il y a des gens qui bossent ensemble. Donc, nous qui n'avons pas la compétence économique directe, c'est pas notre travail en tant que collectivité locale, hein, les communes, elles n'ont pas la compétence de travailler l'économie au sens classique où on l'entend. Finalement, on voit qu'en travaillant par la culture, par le cadre de vie, on crée finalement une dynamique économique. Et il y a certaines surfaces, certaines cellules commerciales qui viennent en nous le disant explicitement. J'avais le choix de m'installer dans la grande surface à Lens ou dans telle zone dédiée à ça. En fait, j'avais plutôt un intérêt à m'installer dans une petite commune où il y a de la proximité, où il fait bon vivre, où c'est sympa. Voilà, c'est un pari que je fais. C'est un choix, mais du coup je le tente. Et les citoyens en plus ils sont hyper contents de ça, quoi. Donc ils vont surinvestir ce type de commerce parce qu'ils sont fiers d'avoir su attirer ce type. Donc tout ça c'est gagnant-gagnant. Et puis donc 2010, cet écosystème qui apparaît et qui fait qu'on est en 2014 labellisé comme démonstrateur national de la conduite du changement. Voilà, un petit village de Los Angeles qui devient finalement une école de la transformation, et ça intéresse du coup l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique. Ça intéresse différentes institutions. Et pourtant,
Voilà, c'est pas grand-chose finalement quand on le reprend, mais fallait le faire. Bon, les résultats rapidement. Je ne vais pas être trop long là-dessus, je vais atterrir sur les dispositifs. On travaille la question de la transition énergétique. Donc, on fait partie d'un réseau qui s'appelle TEPOS, Territoire à énergie positive. C'est des villes, des territoires qui s'orientent vers une trajectoire à 100% énergie renouvelable en 2050. Voilà, ça c'est le cap. Et puis concrètement, ça se traduit par des projets, des expérimentations. L'église qui produit de l'énergie photovoltaïque. Aujourd'hui, on est sur un plan solaire participatif, c'est-à-dire qu'on a fait le zonage de nos bâtiments publics. On sait dire quelle toiture peut accueillir ou pas du panneau photovoltaïque. On crée du coup une société publique-privée en faisant une concession de ces toitures à un privé qui a pour seule exigence d'intégrer au capital la mairie et les citoyens qui veulent acheter des parts de cette société. Voilà. Et donc on va décupler notre capacité de production, c'est 10 fois l'église, ce qu'on va réussir à produire. L'église, c'est à peu près 7000 ménages. C'est l'électricité pour 7000 ménages en termes de production. On travaille les questions agricoles et alimentaires avec des systèmes participatifs, je viendrai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Le pendant culturel, là c'est une petite photo, elle est illustrative, une écharpe pour soutenir la candidature du territoire au bassin à l'UNESCO. On voulait être labellisé patrimoine mondial. Et en fait, au départ, l'histoire, c'est une professeure d'histoire au collège qui propose à ses élèves d'avoir une action caritative dans l'année, de vendre symboliquement des petits carrés de laine tricotés pour les restos du cœur. Et donc, les élèves ont pour mission de demander à leurs grands-parents, les grands-mères, les grandes-tantes qui savent encore tricoter, parce que tout ça c'est perdu, on ne sait plus tricoter. Si, c'est bien, moi aussi, ma femme elle tricote. Mais du coup, de faire du tricot et de proposer en symbole, non, pas du tout, non. Moi je bricole, c'est très normé chez nous. Et du coup, les enfants se prennent au jeu, les mamies, les papis, toute la famille joue le jeu. Finalement, il y a plein de carrés de laine comme ça qui sont produits, et donc la cagnotte, elle est réalisée pour les restos du cœur, c'est génial. Mais les gens, ils n'ont pas envie d'arrêter de tricoter. Ils continuent parce que, en fait, il y a des clubs qui se sont créés dans des quartiers, avec le foyer logement, dans le centre pour personnes handicapées. Enfin voilà, c'est devenu une activité ludique de l'année. On se met à faire du tricot. Ça se monte en collectif. L'os tricote, c'est comme ça que ça s'appelle. Le ch'ti, et puis tricote, l'os tricote. Et ils se débrouillent pour aller chercher des camions de laine invendus. Donc ils récupèrent des sacs et des sacs et des sacs de pelotes de laine. Donc allez, c'est reparti, on tricote, ça devient un phénomène, et jusqu'au moment où ils viennent voir le maire en disant, voilà, en fait on va tricoter un bonnet pour couvrir le terri, avoir une image absolument spectaculaire, faire en sorte que tout le monde parle de Loos-en-Gohelle et qu'on soutienne cette candidature à l'UNESCO. Donc là, le maire il a eu quelques sueurs froides, parce que couvrir le terri c'est hyper dangereux. Il y a une route à côté, une autoroute. La laine, voilà, il y a des questions écologiques. La laine, c'est lourd. Comment on va gérer ça, de mettre, bon, bref. Ok, on va revenir à des choses peut-être plus concrètes. Mais ils ne voulaient rien lâcher, le collectif. Non, on va faire le bonnet, Donc consensus, finalement, on a fait une écharpe. Et c'est comme ça qu'on se retrouve un après-midi de 2010 à faire un immense pique-nique participatif. Là, il y a toutes les générations, toutes les catégories sociales, toutes les parties prenantes et les amis, la famille, voilà, qui participent de ce pique-nique. Il y a les sapeurs-pompiers, il y a l'union des commerçants, voilà, l'ensemble de cette communauté locale qui est hyper fière de le faire. Et donc cette écharpe, elle continue de vivre, elle fait le tour du monde actuellement, parce que dès que les gens partent en voyage, ils emmènent un bout de l'écharpe et ils se prennent en photo, vous savez, devant. Donc on a l'écharpe dans le Grand Canyon, on a l'écharpe à Tahiti, on a l'écharpe... voilà. Bon, ça n'a pas de valeur économique au sens propre du terme, au sens classique. En fait, ça n'a pas de prix, un truc comme ça. Bon, bref, on a des résultats sur toute une série de choses. Sur la question de l'implication des habitants, si je devais résumer les choses, bon, d'abord, on a créé cette culture de la participation en utilisant le levier culturel, d'abord, pour faire participer les gens, mais du coup, progressivement,
d'acculturer les citoyens au fait qu'ils avaient une question, on y répondait, ils avaient une proposition, on y répondait, ils avaient une pétition, on y répondait. Et donc finalement, il y a une sorte de relation de confiance qui se noue. Alors ça se fait, voilà, c'est une trajectoire de 25 ans hein, là, que je dresse, donc ça se fait progressivement. Cette culture de la participation, c'est le fait aussi pour la mairie, reconnaître qu'elle n'a pas le monopole de la mise à l'agenda politique. C'est-à-dire que nous, on peut avoir un programme sur lequel on est élu, on peut avoir des idées de là où on est, de ce qu'il faudrait faire, mais il y a des choses, en fait, on les a peut-être oubliées, on les avait peut-être pas identifiées, elles émergent peut-être et elles sont mûres parce qu'il y a un collectif d'acteurs qui a envie de s'en saisir, et donc il faut être en mesure d'y répondre. Alors on ne peut pas tout faire tout le temps, mais voilà, cette culture de la participation, c'est aussi le fait d'acculturer les agents, les élus, au fait que les citoyens peuvent être force de proposition sur des projets d'intérêt général. Et donc, la participation à Los Angeles, c'est pas juste la réunion publique, c'est pas juste inviter les gens un soir de la semaine pour parler des sujets que nous, en tant qu'élus, en tant que techniciens, on a envie de mettre au débat. C'est aussi se laisser interpeller, mais mettre les dispositifs de travail au service de ces interpellations, qui ne sont pas issus de la mairie. Donc la réunion publique, Linky, c'est le dernier exemple que j'ai comme ça en tête. Nous, Linky, c'était pas un sujet, c'est vous savez, le compteur, le boîtier, hein, c'est une injonction, c'est une directive européenne appliquée par l'État, il faut changer les compteurs, et tout le monde a appliqué cette directive, point barre, donc il n'y a pas à la mettre en débat. Bon, il s'avère qu'il y a des gens qui sont contre Linky, et avec toute une série de bonnes raisons. Nous, en tant que mairie, on est plutôt pro-Linky. Bon, la difficulté, c'est que les gens plutôt anti-Linky, c'est plutôt les écolos qui sont très proches de nous. Donc voilà, ça fait une espèce de débat. Ben, ils nous ont dit, mais nous, on veut en discuter. On dit, bah oui, vous avez raison, c'est intéressant, on est plutôt pour, vous êtes contre, pourquoi hein? Donc on a organisé un débat. Bon, alors il n'en est pas sorti grand-chose comme ça spontanément, mais Enedis c'est quand même venu avec des experts, des machins pour discuter. Bon, voilà, la réunion publique, pas seulement au service de ce que nous, on a envie de mettre au débat, quoi. Il faut aussi faire que les règles du jeu, elles s'appliquent pour tout le monde et au service de tout le monde. Mais l'implication, c'est pas non plus que la réunion publique. Souvent on dit l'implication c'est niveau 0, information. Il faut d'abord que les gens soient informés. Ensuite c'est concertation, donc réunion publique, et on discute d'un sujet que nous on essaye de faire voilà, transverse quoi, à notre initiative ou à celle des habitants. Troisième niveau, c'est celui de la coproduction. Voilà, l'implication des habitants, ça peut aussi se faire sur des choses concrètes, quoi, matérielles. On veut faire un espace public, collectif, on a besoin ici d'un boulodrome, là on voudrait faire un skatepark, là on pense qu'il y a besoin de planter des arbres, là on a besoin de... Bon. Et ça, c'est un dispositif qu'on a appelé le 50-50. Tout ce qui arrive comme ça en interpellation, vous ne l'avez pas forcément budgété, vous n'êtes pas forcément en capacité de le faire en tant que collectivité, en tant que... Mais c'est vrai pour n'importe quelle organisation. Si demain vous avez des adhérents de l'université populaire qui disent il faut faire ça, bah oui, juste c'est pas au programme, on l'a pas prévu, il n'y a personne pour le faire, enfin, on ne peut pas répondre comme ça. Et nous, ce qu'on a mis en place, ce 50-50, c'est de dire ok, on peut s'autoriser à le faire ensemble. Et donc la mairie, elle va faire sa part, autant qu'elle peut. Charge aux citoyens volontaires de faire la leur. Et donc les exemples que vous avez derrière, là, sur le tableau, eh ben, c'est toute une série de 50-50. Ici, là, vous avez des représentants d'un club de foot, ils voulaient refaire leur vestiaire. Ben oui, c'est l'intérêt général d'avoir des vestiaires propres, accueillants, quand on reçoit les équipes adverses, etc. Bon, eh bien, nous, on a payé les pots de peinture. C'est l'équipe qui a repeint le vestiaire. Là, ici, c'est une plantation collective d'arbres pour arriver à embellir un quartier. Là, c'est du ramassage de déchets. Le quartier, il est sale, vous passez pas suffisamment pour ramasser les poubelles, etc. On explique, ben voilà, nous, on a un plan de gestion des poubelles, à peu près. Bon, on n'est encore pas complètement calé là-dessus, mais... Bon. Et donc, on n'arrive pas à le faire autant qu'on le voudrait. Par contre, on peut acheter les sacs, on peut acheter les pinces, et une journée par an, le collectif de quartier peut l'organiser. On a ça, par exemple, sur les terris, on a les marcheurs qui empruntent le terri régulièrement, qui nous disent, voilà, nous, dans la convention annuelle avec la mairie, on propose de ramasser les déchets une fois par an avec tous nos bénévoles, parce que finalement, le terri, c'est pas juste la mairie qui doit s'en occuper, c'est nous aussi. Et donc vous avez une forme de responsabilisation comme ça sur différentes initiatives qui apparaissent. Là, avec les agriculteurs, on a refait des chemins. C'était des chemins ruraux, donc en terre,
donc avec des conséquences juridiques peut-être moindres que si on avait à faire une route principale dans la ville en goudron avec plein de normes de sécurité, bon, ce qui nous a autorisé peut-être à y aller. Les agriculteurs voulaient refaire ces chemins. On a acheté les matériaux. Les agriculteurs ont ramené leurs bennes, leurs tracteurs, leurs bras, leur temps. Chantier supervisé par notre directeur des services techniques. C'est là où ça change de métier. Le DST n'est pas du tout apte, formé comme ça, à superviser un chantier avec des gens qui ne sont pas du métier. Et sur, voilà, donc ça suppose de la confiance, de la capacité à travailler ensemble, de la coopération. Et donc on a refait ces chemins. On a économisé 70% de la dépense publique. Ça nous a coûté 30 000 € à la fin. C'est tout. Et qu'est-ce qu'on a gagné en plus? De la confiance, de la capacité à faire ensemble, de la fierté. Les agriculteurs, ils ont eu TF1, enfin tous les médias sont venus parce que c'est hyper novateur, un truc comme ça. Et donc ils sont hyper fiers de raconter cette histoire. Bon voilà, ça on ne sait pas le modéliser économiquement, enfin monétairement en tout cas, mais ça a beaucoup de valeur. Bon voilà, toute une série de choses qu'on structure en ce sens. Et bah, du coup, je conclue là. Je terminerai peut-être par cette histoire, dans ce cas, si j'ai 5 minutes. Le petit Timéo là, qui plante un arbre, elle est intéressante cette histoire. On fait une réunion publique un soir avec un bailleur social dans un quartier et avec les habitants des maisons qui appartiennent au bailleur, parce qu'il y a des questions d'insalubrité. On a connaissance de cafards dans certaines maisons, de fuites qui ne sont pas réparées. Enfin, le bailleur n'intervient pas autant qu'il le devrait. Et d'ailleurs, ça pose la question de est-ce que le bailleur lui-même sait vraiment gérer un parc de logements comme ça? Bon, bref. On a des difficultés et finalement, il faut l'intervention du maire en intermédiation entre le bailleur et les habitants, parce que le bailleur ne répond pas comme ça spontanément aux demandes qui arrivent les unes à côté des autres, là, des locataires. Et donc on organise cette réunion publique, on discute des sujets, des gens très éloignés de la chose publique s'expriment à ce moment-là. Pour certains, on voit, c'est tout un effort de prendre la parole, donc la réunion publique comme espace aussi d'apprentissage, de monter en compétence, et pour certains, prendre la parole en public, c'est déjà toute une histoire. Et puis on a un monsieur comme ça bon, la réunion se passe, qui vient à la fin, fort aviné, qui nous interpelle avec un collègue, notamment l'agent en charge de la proximité dans ce quartier. On a un agent dédié en fait dans ce quartier qui est une poche à pauvreté, donc on a une personne dont c'est le travail quotidien de faire l'interface entre la mairie et les habitants de ce quartier. Il y a plein de problèmes et on n'a pas assez d'une personne pour arriver à tous les prendre en charge et les gérer. Et donc ce monsieur nous interpelle assez violemment. Ouais, de toute façon, il n'y a rien qui se fait, on venait de faire une réunion, il n'y a rien qui se fait, c'est nul, machin, enfin, bon. Ok, on accueille, on assume. L'agent de proximité va le revoir quelques jours après, une fois qu'il était un peu redescendu, et lui dire mais concrètement, qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux faire dans ton quartier? Eh bien, il n'y a rien, c'est moche, c'est moche. Bon, ok. Mais concrètement, ça voudrait dire quoi, c'est moche? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau alors? Bah, il faudrait des arbres. Ok, bon, tiens, ça c'est une idée, il faudrait des arbres. Tu connais le principe du 50-50? Non, et à la rigueur, on s'en fiche qu'ils le connaissent. Mais juste le principe, on t'explique, c'est fais-nous une proposition, amène-la en mairie, à la rigueur, tu la transmets à moi, là, je l'amène moi en mairie, et on va l'instruire, on va regarder. Bon, et puis la réunion se termine comme ça. Thibaut, l'agent en question, laisse ce monsieur avec cette idée. Et quelques semaines plus tard, bon, 3 semaines, je pense, un truc comme ça, moi je suis appelé à l'accueil, Thibaut n'était pas là. Julien, il y a monsieur Doloberg, c'est ce monsieur, qui t'appelle. Je l'avais rencontré le premier soir, ok, bon, donc je descends, j'arrive à l'accueil, et le monsieur me tend une feuille de papier A4, là, déchirée d'un carnet, et il avait dessiné l'aménagement qu'il voulait voir devant chez lui. Alors voilà, on reconnaissait la rue, l'espace un peu terrain vague au milieu, et il avait mis des petits carrés comme des bacs à fleurs, des arbres le long de la route, et voilà. Il s'était projeté. Bon, alors ça répond pas au formulaire 212 que l'habitant doit remplir s'il veut. Comment je fais, moi, avec cette feuille de papier volante, là, comment j'instruis ça? C'est même pas un courrier formalisé au maire, c'est tout sauf les codes de la bureaucratie. C'est là où je dis ça change de métier, sérieux. Ben, en fait, on a pris cette feuille, on dit très bien, ok, on va regarder. On a instruit ça avec le directeur des services techniques, toujours le même, là, qui est un expert maintenant des questions d'implication habitante et des projets de coproduction un peu farfelus.
Et puis du coup, il a organisé une réunion avec ce monsieur et le voisinage. Ils ont instruit ce que pouvaient être les arbres. On va mettre plutôt des essences locales. Là, on peut en mettre, là, on ne peut pas en planter parce qu'il y a des réseaux qui passent en dessous, du coup, c'est un peu plus compliqué que ça. Les bacs à fleurs, on peut mettre tel type de dispositif, là et ça. Enfin, voilà, ils ont transformé ce plan sur le papier là, en plan opérationnel. On a budgété l'achat des plants, l'achat des graines, l'achat des bacs. On a amené tout ça le jour J. Monsieur Delobert, lui, sa responsabilité, c'était de ramener tout son quartier. Un mercredi après-midi avec les écoles, enfin les enfants qui ne sont pas à l'école ou qui sont au centre aéré, et de venir planter ça ensemble. Et la conclusion de cette histoire, au-delà de l'embellissement concret, là, avec des arbres qui sont plantés, et puis une action collective où on régénère du lien, du vivre ensemble, c'est que ce monsieur Delobert, il est devenu président de l'association du quartier. Il a monté une asso, et aujourd'hui, voilà, ils font des activités, ils font des choses... Bon. Ce qu'on appelle la capacitation, c'est-à-dire redonner de la capacité à se prendre en main, à se prendre en charge. Et ça passe pas par les formulaires A212. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Julien. Donc on va ouvrir un peu un espace de débat, de discussion, de questionnement. Juste une réflexion pour situer peut-être par rapport aussi à un contexte très différent. Donc l'idée effectivement c'est pas de chercher des parallèles comme ça un peu hâtifs, parce que je vois qu'il y a des différences historiques, territoriales très fortes, de trajectoires, d'intensité aussi, de gravité dans cette concentration aussi des problématiques qui ont été vécues dans les années 70. Voilà. Donc l'idée c'est pas de faire un effet miroir comme ça, mais plutôt de voir qu'est-ce que ça raconte comme dynamique en fait. Et ce que je retiens qui me paraît un fil intéressant, c'est le fait de passer d'une conception de l'implication citoyenne, de l'inclusion sociale, comme relevant d'une compétence sociale, c'est faire du social, des marginaux. Et donc on anime un tissu associatif, d'activités plus ou moins occupationnelles, voilà, on fait du social. Or là, l'idée, ça a été en fait le pari, ça a été de faire de cet axe-là un axe stratégique, central en fait, et de reconnaître dans les initiatives de l'écharpe, du tricot de laine, dans toutes ces initiatives, de prendre ces initiatives, ces compétences très diverses, très imprévisibles aussi, mais de les prendre au sérieux comme une ressource, comme une richesse, permettant aussi cette transformation que le politique ne peut pas opérer tout seul à partir effectivement d'une démarche plus classique ou sur la base, effectivement, après les enjeux économiques, ou sur la base d'un budget, où le budget d'une ville de 5 000 habitants, comme ça, effectivement, ne permet pas d'assumer tout ça. Donc cette nécessité aussi de passer par l'inclusion sociale, non pas pour faire du social, mais pour réussir ce rebond en fait, de résilience absolument nécessaire pour redonner de la vie, de l'espoir et une perspective aussi de vie, de développement à ces personnes-là. Or, on voit que cela implique en fait une transformation profonde des postures, de l'activité, du travail, de tout le monde. Alors effectivement, avec toi, on peut évoquer surtout la question du travail politique. Et donc là, on voit bien aussi comment la question du politique, c'est pas uniquement une fonction représentative ou les discours des vœux qui commencent à circuler en ce moment, mais comment derrière la question du politique, c'est bien aussi un travail qui demande des positionnements, des compétences, des prises de risques, prendre le temps nécessaire pour une réelle concertation qui dépasse les cycles des mandatures, mais c'est prendre le risque en fait que ça ne soit pas fini et de ne pas arriver en fin de mandature à voir la belle affiche qui montre tout ce qu'on a réalisé. C'est prendre ces risques-là, donc ça transforme aussi le travail, la manière dont le politique pense son rapport au travail, pense son rapport aux services, aux habitants, aux citoyens. Voilà. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait, parce que là on parle surtout des politiques, mais effectivement c'est aussi un changement de posture des habitants. C'est facile de critiquer effectivement d'avoir un cahier de doléances, passer à une capacité de faire des propositions, jusqu'à aboutir au dernier récit on y va,
avec un projet et on assume la responsabilité d'un quartier, d'une association de quartier. C'est un autre cheminement qui demande aussi du soutien. Et je pense aussi, ce qui est important, je pense dans ce que tu exposes, c'est que derrière, il y a bien aussi une question de compétences. Des compétences qui sont là, qu'il faut arriver à canaliser, comme tu le disais, des compétences nouvelles qu'il faut apprendre aussi à construire ensemble, et peut-être contre aussi une vision un peu spontanéiste, populo-spontanéiste, voilà, d'une espèce comme ça, comme si ça pouvait venir tout seul, l'expression du peuple, voilà. Or là, ça demande aussi d'accompagner que quelque chose de sensé, de garantissant cet intérêt collectif, que les problèmes de l'un résonnent avec les problèmes des autres, que les solutions de l'un ne créent pas de problème aux voisins. Donc tout ça, ça demande effectivement un déplacement dans la manière de travailler des uns et des autres. Et donc c'est là on retrouve en fait une notion qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, cet enjeu de la coopération, de comment on fait dans son travail en prenant compte du travail des autres. Voilà. Le travail des autres, c'est pas uniquement le collègue de bureau, mais c'est comment l'élu tient compte du travail des associations, comment les associations tiennent compte des enjeux des services, comment les services y comprennent les enjeux des élus, comment on arrive aussi à monter en compétence sur quels sont les enjeux des autres pour arriver du coup à construire ces initiatives qui permettent d'avancer ensemble en concertation. Et dans le 50-50 est assez emblématique comme dispositif. Voilà, donc je vous passe la parole parce qu'il y a peut-être des questions, des remarques, voilà, pour des choses que vous avez envie de... Je veux y aller. Oui. Voilà. Je suis désolée, mais j'ai raté la dernière fois et cette fois-ci j'ai noté une demi-heure avant. Donc du coup j'ai tiré à 7h et maintenant je dois partir. Mais merci beaucoup, ça m'a beaucoup apporté. C'est une direction qui est la mienne, je trouve ça, voilà, bravo, bonne continuation. Ben voilà. À bientôt, je suis souvent à Bondy. Et je vois. Ok, je suis artiste, auteur, compositeur, interprète, originaire des Comores où je suis en train d'œuvrer, où j'ai acheté 2 terrains en 15 ans pour créer ce que j'ai appelé la maison des possibles. Et voilà, merci des petits possibles. Au revoir. Bon courage à vous. À bientôt, au revoir. Véronique. Merci, hein. C'était très intéressant. Et je suis sensible parce que je suis du 59, donc la mort des corons et la mort du textile, enfin pas moi personnellement, mais mes parents et grands-parents maternels. Alors tout ça est extrêmement intéressant parce que je suis convaincue aussi que l'environnement, c'est l'avenir de demain par le citoyen. Et que j'étais très intriguée de voir que la culture, en fait, de la culture, ça vous a amené à faire s'impliquer les autres, les gens. 25 ans, belle trajectoire. Sauf que pour une ville de banlieue traditionnelle, je me posais la question de savoir, justement, dans un contexte où là, c'est plutôt des gens, je vais dire ruraux, sans notion péjorative, dans une ville de banlieue, qu'est-ce que vous auriez, vous, comme idée à proposer à ce sujet? Parce que le politique émerge toujours aussi de tout ça. Donc rien n'est simple, en fait. Voilà la question. On fait tourner le micro. Oui. Alors, oui, moi, c'était une remarque. Non, ce qui m'a plu, c'est que c'est aussi la confiance en soi que reprennent les gens, si j'ai bien compris par rapport au fil de la chose. Et donc, en fait, la confiance en soi, ça veut dire aussi la confiance aux autres. Du coup, la confiance aux autres, ben, c'est à la fois la confiance aux politiques, hein, au sens politique qui dirige la ville, etc.
mais c'est la confiance aux autres, la confiance en son voisin, etc. Et donc, en fait, on s'éloigne un peu, parce que je disais au début, ce qui est interpellant, et on sait dans ces régions, je disais, par exemple, il y a 5 élus du Front National en députés, et j'ai l'impression que, alors je ne sais pas, tous les députés de la région. Donc, en fin de compte, du bassin minier. Et donc là, à l'échelle d'une ville, on est aux antipodes des considérations du Front National, voilà, de la peur, etc. Enfin, tout ce sur quoi il joue. Donc aussi, ce que je veux dire, c'est que, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure vous faites figure d'exception cette ville-là, je suppose qu'il y en a d'autres aux alentours, mais aussi comment gérer l'environnement, on va dire pas Front National, parce que ça c'est un environnement un peu, on va dire un peu dur qui est autour, avec vous, qui avait l'air d'être une ville vraiment ouverte, les gens ont l'air de s'entendre entre eux, etc. Oui, j'ai des questions un peu pratiques. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir combien il y a de fonctionnaires dans la ville dans votre ville qui a apparemment 6500 habitants. Je pense que c'est important. Et comment vous avez travaillé avec ces fonctionnaires-là? Vous parlez beaucoup de directeurs de services techniques. Est-ce qu'il y a eu des réticences? Parce que je pense que pour les fonctionnaires, c'est pas évident de se mettre à travailler avec les habitants qui tout d'un coup, du jour au lendemain, veulent planter je ne sais pas combien d'arbres, il y a un budget, il faut quand même prévoir, j'imagine, est-ce que vous avez tous les moyens? Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Ce qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est vous avez parlé beaucoup du droit à l'erreur. Vous avez dit, votre maire, il a pris cette risque, vous avez beaucoup parlé de l'expérimentation aussi. Je trouve que c'est très courageux, mais je me demande, est-ce que dans votre ville, à la base, il y a eu une opposition? C'est peut-être plus facile autoriser cette droit à l'erreur quand il n'y a pas d'opposition, etc. Bon, en même temps, vous avez dit que vous avez bien fait en sorte que l'opposition travaille aussi avec vous. Voilà. Et ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir comment concrètement, mais je pense que vous avez répondu, parce qu'apparemment, il y a des véritables problématiques de pollution. Comment vous avez répondu à ces problématiques? Parce qu'on sait qu'après, ça influence la santé des habitants. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Moi, il y avait, dès le départ de votre intervention, j'ai quand même trouvé un lien avec notre ville, dans le sens où quand vous avez dit que l'usine, enfin les mines, chez vous avait fermé, tout d'un coup les gens n'étaient entre guillemets plus rien, parce que tout partait et tout se faisait de par leur travail. Et en fait on a un peu vécu ça, en tout cas en Seine-Saint-Denis, à Bondy, mais en Seine-Saint-Denis aussi, qui était un territoire très industriel et très ouvrier, et du jour au lendemain, quand toutes ces usines ont fermé, toute cette population s'est sentie un petit peu dépossédée et un peu plus rien. À Bondy, quand on disait que je veux dire, quand la personne disait « je travaille chez Singer Chrysler », ça voulait tout dire. Voilà, il était positionné, il avait un rôle dans la ville, une importance, ses enfants, sa femme, tout le monde, ça créait cette espèce d'identité pour la ville. Quand les usines ont fermé, tous ces gens-là, voilà, eux-mêmes, comme dans les mines, ils étaient devenus chômeurs, presque rien, pas beaucoup de connaissances, pas beaucoup de, en tout cas au niveau de l'éducation, c'était très compliqué, et c'est ce qui fait que justement, à partir du jour au lendemain, une ville où une population se sent très utile et très impliquée, je parle au niveau de la participation économique de la ville, du jour au lendemain, ils se sentent non seulement pas grand-chose, mais à la limite une charge pour la ville. Donc ça, on a connu un peu cette époque-là, nous aussi, dans les années 80-90 à Bondy. Le virage n'a pas été facile. On n'a pas tout le temps peut-être su rebondir, parce que c'était il y a maintenant 40 ans, rebondir comme il aurait fallu, parce qu'on n'est pas dans la même configuration que vous. C'est-à-dire que vous avez cet espace autour de vous qui est libre pour pouvoir faire quelque chose. Et nous, on se sent très enclavés et très fermés, parce que 40 villes dans un département, où toutes les villes sont entassées les unes après les autres, on n'a pas l'espace possible pour créer des choses impossibles. C'est beaucoup plus, c'est encore une autre problématique.
Après, dans la participation, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette participation évidemment citoyenne. C'est évidemment ce qu'on recherche. Dans les universités populaires, c'est déjà ce qu'on recherche, de créer justement la possibilité de continuer à se rencontrer, à apprendre, à débattre, à discuter. Après, il y a d'autres lieux de concertation sur la ville, il y a les conseils de quartier. Je pense que ce ne sera jamais suffisant parce qu'on est 53 000 habitants, donc on est dans une autre configuration. Et ce qui m'intéressait aussi, ça c'est une autre encore question, c'est quand on a vu votre plan de la ville, c'est incroyable parce que déjà nous, sur Bondy, on a ce vrai problème de cette espèce de coupure géographique qu'est le canal et la nationale, qui laisse 30% de la ville au nord et 70% au sud, et pour créer déjà du lien entre ces deux villes, pour créer une espèce d'unité territoriale, on a beaucoup de difficultés. Donc vous, quand je vois l'espace qu'il y a entre ces deux ronds, est-ce que comme sur les villes de Bondy, ou qui existent aussi à Pantin, à Aulnay, ce canal fait cette séparation entre une partie riche de la ville et une partie plus pauvre? Est-ce qu'il y a une partie où il y a le conservatoire, le cinéma, le lycée, la gare, et une partie qui est un peu délaissée? Parce que du coup, comment vous avez réussi à faire que cette partie délaissée se sente concernée par la ville? Voilà, ça c'était les questions. Et puis, je voulais vous dire, puisque votre intervention était vraiment très intéressante, je pense qu'on pourra en discuter encore des heures et des heures. Et que ces habitants-là qui construisent votre ville, je pense qu'ils ont au moins un socle commun, c'est qu'ils participent tous au changement, et au changement climatique, économique, culturel de votre ville, et ça, en tout cas, chapeau. Vraiment. Ça, donc, oui, le canal, je me pose la même question par rapport à ça. Ouais. Et la disparition de ce tissu industriel, je voyais aussi un parallèle avec la disparition des mines et du charbon. Mais aussi, ici, dans cette ville, l'habitat ouvrier, en fait, avec la transformation en cours, avec le Grand Paris, par exemple, on est de plus en plus amené à cacher ou à isoler ces habitats ouvriers qui ont non seulement signé une activité économique dans la ville, mais une activité économique en Ile-de-France, parce que des générations sont venues et ont été chassées de Paris à un moment donné, des générations d'ouvriers ont été parqués, entre guillemets, ghettoisés dans différents lieux, mais ces lieux sont devenus aussi des lieux de vie qui ont une histoire aujourd'hui, avec des familles, avec des générations qui ont grandi là. Et c'est une grande violence, en fait, dans le cours du développement, ce masquage ou cette disparition progressive, mais qui ne dit pas vraiment son nom, en fait. Et donc, que faire de cette histoire-là, et comment, dans une population aussi hétérogène, puisque de nouveaux habitants viennent, et tant mieux, il ne s'agit pas de figer les choses, de transformer la Seine-Saint-Denis en sorte de musée des années 70, ou 50, je ne sais pas quand exactement. Et donc, avec toutes ces populations hétérogènes, voilà un travail différent pour créer du lien. Moi, je pense que la remise en question des politiques est essentielle. Changer de posture et ne plus se dire qu'on fait des choses pour les gens, mais que les gens peuvent et ont des envies, des désirs, des rêves et des propositions à faire. Ça, je pense que c'est vraiment la base de tout. Et pour rebondir sur ce que disait Tiana, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est le constat qu'on fait par rapport en tout cas au département de la Seine-Saint-Denis. Je parle bien du département de la Seine-Saint-Denis. En fait, le département de la Seine-Saint-Denis a été pendant des décennies un département ouvrier, on le sait pourquoi, hein, parce qu'on était à l'est de Paris, donc les vents venant d'ouest, on a mis les usines toxiques et chimiques, de sorte que ça ne pollue pas Paris. Voilà pourquoi la banlieue ouest, c'est la banlieue des riches, et la banlieue est, c'est la banlieue des ouvriers. Donc, pendant des décennies, ça a été donc un territoire d'ouvriers, et quand les usines ont commencé à fermer au fur et à mesure, la grande erreur du département à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80, c'est qu'ils n'ont pas réfléchi au virage de ce changement économique. Ils ont pensé pendant
mais presque 20 ans, même presque 30 ans, que l'activité industrielle allait reprendre. Je pense que c'était un calcul politique, à savoir, on va garder les usines en friche et les lieux en friche, une possibilité industrielle va reprendre, donc industriel ça veut dire ouvrier, ça veut dire qu'ils voteront toujours pour nous et on restera un département entre guillemets, voilà, ouvrier, communiste, socialiste. Ils sont restés dans ce modèle-là pendant 30 ans et c'est ce qui a fait, entre guillemets, une des raisons de la grande difficulté de ce département. C'est que pendant 30 ans on n'a rien fait. Pendant 30 ans, on n'a pas bougé, on est resté figé. Il y a des départements autour de Paris qui étaient des départements ouvriers aussi, comme par exemple le Val-de-Marne de 94, qui eux, très vite, ont fait un changement économique dans leur département, ont développé d'autres activités possibles, et aujourd'hui, ils s'en sortent beaucoup mieux que nous, alors que c'était aussi un département très ouvrier. C'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, entre guillemets, enfin, c'est mon analyse, mais c'est l'analyse que j'ai lue, parce que voilà, je ne suis pas économiste, c'est une des raisons de notre grande difficulté aujourd'hui à nous en sortir, c'est ces 30 ans où rien n'a été fait et les choses se sont énormément dégradées. Aujourd'hui, il faut repartir de ça. Bonsoir. Ça marche plus. Bonsoir. Merci pour cette intervention. Je suis ravie de voir que la culture a été le premier levier, le levier essentiel à cette démocratie participative, au changement dans le bon sens. Je sais que vous étiez chargé de récit à la mairie. Moi, j'ai pour la ville un projet, c'est pas encore un projet, disons une envie de récupérer les histoires des Bondinoises et des Bondinois, et par extension des habitants de la Seine-Saint-Denis, pour en faire justement un recueil de nouvelles concernant le territoire, pour que les gens se sentent fiers de vivre ici, pour qu'ils reprennent confiance, pour faire en fait être modestement un des premiers leviers que vous aviez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience et de donner des conseils sur par où commencer et comment ça s'est passé pour vous? Merci. Non, merci beaucoup. Vraiment, on a envie d'y aller en fait. Donc moi je voulais savoir, comme vous êtes labellisé ADEME et aussi UNESCO justement, et du coup la curiosité des autres villes, comment elle se manifeste et comment vous accueillez du coup des villes qui aimeraient in situ partager votre expérience. Bon, merci beaucoup. Ils vendent des perfusions. Des petits cachets de Los Angeles. La potion magique. Je vais essayer de répondre. En fait, la première question et l'avant-dernière, finalement, elles se rejoignent. C'est-à-dire, la première question, c'était par quoi commencer finalement dans un territoire urbain, pas un territoire rural comme Los Angeles. Voilà, les conseils que je pourrais donner. Et puis la question qui porte sur les questions les enjeux de mise en récit. Et en fait, c'était le sens de la réponse que je voulais apporter. Il n'y a pas une méthode magique. En fait, il faut repartir des ressources du territoire. Et ces ressources, elles ne sont pas forcément là, visibles, connues, en surface. Des fois, il faut aller chercher un peu plus en profondeur, il faut écarter ce qui n'est pas forcément important, il faut aller chercher derrière. Et la mise en récit, ça sert à ça. Et donc, après, il y a plein de débouchés de formes de récits. Un recueil de nouvelles, ça en est un. Nous, la mise en récit, elle ne commence pas quand moi j'arrive en 2013 à Los Angeles, même si officiellement, je suis intitulé chargé de récit. En fait, le récit, ça démarre en 1982, même un peu avant, ce que j'ai pu exhumer en 1979. Le premier exemple de récit qu'on a à Los Angeles, c'est Marcel Caron, qui n'est pas encore maire, donc qui est le père du maire actuel, mais à une époque où il n'est pas maire, qui est un jeune Lossois. Il a fait le tour de France à mobilette. Bon voilà, il a voyagé, il a vu du pays.
Et en fait, en 79, c'est le moment de la création du plan d'occupation des sols. Il n'y en a pas. Avant ça, il n'y a pas de zonage, de planification de la ville. Et lui, en tant que citoyen, avant d'être maire, et peut-être qu'il ne voulait pas être maire à ce moment-là, j'en sais rien, et ben il décide de réaliser un film en Super 8 sonore, grosse bobine, là, qui s'appelle Los Angeles, hier, aujourd'hui, demain. Et en fait, c'est une initiative citoyenne, il le fait avec quelques copains, quelques copines, là, ils sont 3-4 comme ça à réaliser ce film, et en fait, ils filment la ville, voilà, et ils passent du coup des explications en sonore sur ben, voilà, tel lieu, voilà ce qui s'y est fait, voilà ce que c'est aujourd'hui, et demain, qu'est-ce que ce sera? Ils posent des questions. Alors le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé ce film. Il a disparu, mais on a des coupures de journaux qui en attestent parce que grâce à ce film, il a fait du débat public. Avec son collectif, là, en plus de ce que les élus faisaient, bah, il a réalisé des formes de discussion collective dans les quartiers. Et donc c'était le support à discussion. Ça, c'est 79. 1982, il est passé maire. Et peut-être que la première action a aidé à ce qu'il prenne des responsabilités, parce que c'était quelqu'un d'engagé et qui déployait une vision finalement, enfin, ou en tout cas qui laissait penser qu'une vision pouvait se dessiner. On est en 1982, il y a bah, du coup les mines qui commencent à fermer, hein, c'est le début de la crise, même, en plein dans la crise même. Et en fait, il y a un collectif d'habitants qui vient le voir en lui disant, voilà, nous on voudrait écrire la monographie de la ville. Il n'y en a pas. En fait, à l'époque, il n'y a pas Wikipédia, il n'y a pas tout ça. Et encore aujourd'hui, vous allez sur Wiki, vous ne trouvez pas toutes les informations de votre ville, hein, où que vous soyez en France. Il n'y a pas d'informations. Et donc, c'est un groupe de lettrés, des profs d'histoire, des férus de géographie, qui décident de rédiger ce bouquin. Avec le soutien de la mairie, demande une subvention que Marcel, en tant que maire, octroie. Et du coup, il est appelé à rédiger, si vous voulez, la préface de ce livre. Et le livre s'appelle Los Angeles à la recherche de son passé. Mais c'est pas autre chose que d'aller chercher dans le passé des éléments de rebond pour demain. C'est l'enjeu de la résilience. Donc, vous voyez, un film en 79, un livre en 82, et en 84, les Goéliades. C'est pas autre chose que de la mise en récit. On va le faire de manière plus spectaculaire, avec du son, de la lumière, ça va prendre une autre forme. Mais vous voyez cette montée progressive en charge de la mise en récit. Dans les années 80, il va, Marcel, organiser une concertation pour dessiner le logo de la ville. Enfin, le logo, c'est pas le logo, c'est le blason. À l'époque, il faut refaire le blason. Et donc, voilà, on va discuter avec les habitants de qu'est-ce qu'on met comme symbole dans le blason de la ville. Et aujourd'hui, ce blason, alors, je ne sais pas si... je ne dois pas l'avoir... pas avoir d'image de ça. Bon, je vous demande de me croire sur parole. C'est sur la présentation de Sandro, non? C'est pas ça? Non, c'est pas le logo, c'est le blason, en fait, c'est les cuissons, quoi. L'armoirie, enfin, je sais pas comment on dit. C'est ça, les armoiries de la ville. Donc on a en fait un lion des Flandres pour caractériser l'identité géographique de cette ville. On a une gerbe de blé pour marquer l'identité agricole de la ville. On a une lampe de mineur qui éclaire encore, alors que la mine est en train de fermer. Et on a un phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Voilà, tu l'as, Sandro. Ben ça, c'est une forme de mise en récit aussi. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que il n'y a pas un récit, il n'y a pas une manière de faire. À mon sens, ce qui compte, c'est l'approche qui consiste à se dire, ok, on peut retrouver des ressources dans ce qu'on est, dans notre identité, et en fait, on peut le faire de plein de manières différentes. Et donc, on pourrait imaginer une stratégie municipale de la mise en récit de Bondy. Comment on implique les écoles, comment on implique les commerçants, comment on implique le réseau de libraires ou de lettrés de Bondy, comment on implique l'université populaire, et puis que chacun ait une contribution sur comment on raconte notre trajectoire, comment on raconte notre histoire. Les lieux d'identité ouvrière
qu'est-ce qu'on en fait? Nous, ça s'est posé la question pour les terris. En fait, il y avait plein de terris qui disparaissaient parce qu'ils étaient exploités. Parce qu'en fait, c'était des schistes qu'on pouvait utiliser pour faire du macadam, faire des routes, ou faire du remblai pour de la construction. Et ça a été une des premières actions militantes associatives de Jean-François Caron, le maire actuel, de dire, mais non, ces terris, il faut les garder. Et après, il y a eu une discussion avec les propriétaires, les compagnies de mines, les houillères, qui disaient, mais oui, mais on ne va pas tout garder non plus. Et donc, en fait, ils ont réussi à établir ce qui s'appelait à l'époque la charte des terris. Encore une fois, une charte. Pourtant, ça n'a aucune valeur juridique, une charte. Enfin, c'est juste un accord formel, mais qui tient juste à la confiance qu'on y met, quoi, pas autre chose. Ben, cette charte des terris, elle a permis de dire la moitié des terris, on va accepter de les voir disparaître, parce qu'ils sont peut-être plus utiles, ils n'ont pas d'intérêt spécifique, mais par contre 50%, on va les conserver parce qu'il y a un intérêt faunistique, floristique, un intérêt visuel, ils sont beaux dans le paysage, enfin, voilà. Et donc, c'est la question de la gestion du patrimoine ouvrier ou patrimoine minier. On ne peut pas tout garder en l'état, puis ce serait trop lourd à le gérer. Mais on ne peut pas non plus tout détruire. Parce que c'est les symboles de ce qui vous rattache à ce que vous avez été, et aux ressources que vous pouvez trouver pour construire ce que vous serez demain. Donc, et la mise en récit, elle se construit. On a fait de la mise en récit des terris, raconter ce qu'on trouvait. On a fait des contes. Terribou et Terrisson. C'est un conte pour les enfants. Et on emmène les enfants sur les terris, on leur explique qu'il y a Terribou qui est dans un coin, Terrisson de l'autre, et au milieu plein d'êtres un peu magiques, des oiseaux, des crapauds, des lézards, et puis des fleurs qui viennent d'Afrique du Sud. Pourquoi elles sont là? Parce qu'elles ont été transportées par la laine qui venait d'Afrique du Sud et qui servait au textile, du coup, et on peut parler du monde quand ça commence comme ça. Enfin, donc la mise en récit, bon, je pourrais en parler pendant des heures, il faut que j'arrête, mais pour moi, je pense que c'est vraiment un vecteur très puissant de transformation. Et parce qu'en fait, il y a autant de récits que de personnes, et donc autant de manières de parler à tout le monde. Ok, alors j'ai fait la première et la dernière question. Sur la question du FN et de la confiance et du rapport finalement à l'environnement, au contexte, on fait figure d'exception à l'échelon local, effectivement, parce que donc on n'a pas d'opposition. Il y en avait, ça me permet de répondre à la question de est-ce qu'il y avait de l'opposition au début? Oui. Et donc les expérimentations, on les a faites avec une opposition constituée et très impliquée. Donc on était enfin, moi j'étais pas là à ce moment-là, mais c'est un on dans lequel je m'inclus, surveillé. Le Front National, il fait 56% des voix à Los Angeles aux dernières présidentielles. Ça veut dire que les Lossois, ce petit peuple magique là, qui fait les charmes sur le terri, qui fait tout ça, en fait en majorité, sur une consultation nationale avec des enjeux nationaux, il exprime plutôt son ras-le-bol. Et c'est pas parce qu'ils sont plus racistes qu'ailleurs, ils le sont pas moins non plus, mais voilà, ça participe du fait que, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas encore à l'échelle, c'est-à-dire on n'a pas changé radicalement la vie des gens. Il faut encore prendre sa bagnole pour se déplacer, tout le monde n'a pas accès à une voiture, le réseau de transport en commun, il est vraiment archaïque chez nous, on commence à peine à avoir ce qu'on appelle un bus à haut niveau de service. Mais tram, métro, n'en parlons pas, parce que comme on n'est pas une conurbation en forme concentrique, c'est hyper compliqué de déployer un réseau de transport en commun qui satisfasse tout le monde, et avec une rentabilité économique derrière. Il faudrait en fait avoir un train ou un bus qui va partout comme ça, et d'ailleurs on l'avait. Ça s'appelait le tortillard pendant la mine. Il y a des voies de chemin de fer partout, sauf que comme il n'y avait plus la mine, on a tout fait sauter. Voilà. Aujourd'hui, on aurait, si on avait gardé ça, si on l'avait vu comme une ressource à l'époque, ce patrimoine comme une ressource, on aurait un des réseaux de transport public commun les plus innovants du monde. Et on parle de Medellín qui a mis un téléphérique pour relier les quartiers sur la montagne au centre-ville, et tout le monde en parle comme d'une innovation, et c'en est une. Mais enfin, nous, on aurait pu avoir un truc absolument extraordinaire, mais on n'a pas ça. Bon, on a tout fait sauter, donc c'est très compliqué. Donc voilà, le Front National, il est bien présent. C'est pas un truc idyllique dont je parle. Par contre, au niveau local, comme il y a ce rapport de confiance et cette capacité à co-construire, il n'y a même pas une liste Front National qui se dégage. C'est-à-dire que le Front National n'est pas institué, formalisé à Los Angeles, mais quand c'est des enjeux nationaux, les gens votent FN, même s'il n'y a pas un seul représentant lossois pour le Front National, en tout cas déclaré.
Les fonctionnaires, comment on fait pour créer les conditions de leur mise au travail dans ce format un peu innovant? En fait, on a fait, c'est un mot, vous pourrez demander à Sandro ce que ça veut dire, je crois à peine avoir compris, mais il pourra vous détailler, de la réflexivité. En fait, de la réflexivité, c'est plutôt que d'avoir une formation descendante, il y a un expert qui vient, puis il va expliquer aux fonctionnaires comment il faut faire maintenant. Oui, c'est ça mon gars, tu peux toujours parler. Nous on sait, on connaît notre métier. En fait, on a plutôt mis des projets en place. Il faut refaire telle rue avec les riverains, il faut refaire tel espace public avec le collectif de quartier. Voilà, on a 4-5 projets comme ça. On a associé élus et techniciens. Donc le chef de projet et l'adjoint ou l'élu référent de ce programme-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus facile de bouger ensemble sur ces postures. Si on me demande de changer moi de posture tout seul dans mon coin, c'est hyper compliqué. Si on est 2 ou 3 à le faire en même temps, voire plus, un vrai collectif, ben on peut s'autoriser du coup à prendre plus de risques. Et la réflexivité, ben en fait, c'est cet espace dans lequel on revient pour dire à quel point on galère, quoi. À quel point c'est compliqué, à quel point on en a marre, les citoyens, ils nous en... Ok, bon. Et en fait, on se le dit ensemble. Et ensemble, on va trouver les ressources finalement pour arriver à se renforcer, à se compléter. Comment ça s'est passé toi ton projet? Moi ça a été aussi très compliqué. Mais voilà telle initiative que j'ai mise en place et comment j'ai sauté l'obstacle finalement. Ah tiens, c'est pas bête, ok, la prochaine fois on peut essayer ça nous aussi. Voilà, on a créé en fait ces espaces de réflexivité que je pourrais détailler pendant des minutes que je n'ai pas, mais voilà, cette dimension de réflexivité, elle est hyper importante, parce qu'en fait, il y a du conflit, et le conflit, le seul moyen de le désarmer, c'est de le mettre au travail. Et le mettre au travail, c'est de lui permettre de s'exprimer. Bon. Et les ergonomes beaucoup plus compétents que moi pour en parler. L'opposition, j'en ai parlé. Comment on a remédié à la pollution? En fait, on n'a pas encore complètement remédié à la pollution. On a fait de la phytoremédiation sur certaines zones voilà, pour dépolluer. Donc on a planté des espèces qui captent la pollution. Sur certains terris, on les a laissés du coup en zone de nature, donc avec des arbres, voilà, donc ça se dépollue un petit peu, mais pas vraiment. Quand vous creusez un peu, en fait, vous trouvez des traces de mercure, vous trouvez des traces hyper dangereuses. Donc on a un problème vis-à-vis de notre système alimentaire, par exemple, c'est qu'on ne peut pas créer des jardins n'importe où. Et ça nous pose une vraie difficulté. Et je ne sais pas si on a fait des études dans le jardin des gens. Je ne sais pas dire aujourd'hui objectivement ce qu'on pourrait trouver partout si on avait des études de sol sur 100% de la surface de Los Angeles. Donc on est encore un terrain hyper pollué et on le restera encore pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, c'est juste une allégorie des conséquences de l'utilisation des énergies fossiles. Vous avez à assumer les conséquences de cette exploitation des années et des années et des années. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec, mais ça veut dire que derrière, il faut l'assumer. Et donc les coûts de la sortie du système, c'est pas juste de la sortie là au tenté, c'est pendant des dizaines et des dizaines d'années que ça s'échelonne et qu'il faut pouvoir les prendre en compte. Bon, c'était le petit message pas très optimiste de la soirée. Par rapport à Bondy et puis les parallèles qu'on fait, le fait qu'on soit du coup fragmenté en tant que territoire, c'est les mêmes conséquences, c'est-à-dire que le quartier ouest, qui est à l'ouest de cette route, c'est une poche à pauvreté, et historiquement c'est là où en plus où on parquait tous les communistes, tous les leaders syndicalistes, tous ceux que les patrons des houillères ne voulaient pas voir dans les centres urbains, donc on les mettait là. Les gens se considèrent beaucoup plus de Grenay, c'est la ville à côté, que de Los Angeles, parce qu'en fait c'est vrai, géographiquement, ils sont plus rapidement à la boulangerie de Grenay qu'à la boulangerie du centre-ville de Los. Voilà. En plus, cette zone paupérisée, c'est difficile d'y attirer de nouveaux commerces. Donc, je crois qu'il y a un tabac et une boulangerie, c'est tout. Donc, ça ne permet pas, si vous voulez, de remettre une dynamique. Voilà. Et tous les logements, c'est des logements sociaux. Voilà. Il n'y a pas un propriétaire dans ce quartier. Ou, allez, j'exagère peut-être, mais il se compte sur les doigts de la main. Et donc, comment on a fait? On a fait une étude sociologique pour essayer de comprendre. On les a impliqués autant que possible dans les objets de concertation dont je parlais. On a mis des moyens RH, de ressources humaines, un agent dédié à la mobilisation et l'accompagnement des initiatives de ce quartier. On n'a pas un agent par quartier dans Los Angeles, mais pour ce quartier prioritairement, mais on voit que ça ne suffit pas. Et puis, voilà, Monsieur Doloberg, c'est le quartier ouest.
on essaye, si vous voulez, de retrouver, et on a des exemples comme ça d'individualités qui sont montées en compétences, mais ça ne répond pas encore à la problématique générale du quartier, parce que les gens, ils en ont marre au bout d'un moment de vivre dans ce quartier, ceux qui peuvent, ils s'en vont, donc c'est des nouveaux qui arrivent avec leurs propres problématiques, et donc c'est très compliqué d'arriver à structurer une dynamique de sortie par le haut, comme ça rapidement. Donc on travaille avec Grenet, on essaye, mais par rapport au contexte alentour, en fait, nous on est le fruit de la compétition. Vous savez, tous les carvoyages que j'ai montrés, là, les différents carrés de la carte, c'était chaque concession minière qui se vivait en concurrence les unes par rapport aux autres. Et quand les concessions s'arrêtent, les élus rachètent au franc symbolique les trottoirs, les rues, les bâtiments, et donc ça redevient du patrimoine communal. Mais en fait, ils héritent d'un mode de faire qui est hyper concurrentiel. Ils se vivent eux-mêmes en concurrence. Les Grenésiens ont toujours été en concurrence avec les Lossois de par l'exploitation minière. Et donc, c'est très difficile, même encore aujourd'hui, d'avoir une dynamique de coopération intercommunale. Et d'ailleurs, notre agglomération, l'agglo de Lens-Liévin, qui fait 36 communes et 250 000 habitants, je pense que c'est une des agglos qui fonctionne le moins bien en France à l'heure actuelle. Et pas parce que c'est le fruit d'une culture, justement. Donc, d'où le levier culturel aussi pour travailler tout ça. Et on en sort progressivement là, mais voilà, c'est très 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 compliqué. Bon, et puis je rajoute à ça des difficultés liées au clivage politique. Nous, on est vert écolo et la majorité c'est socialiste, avec un socialisme plutôt canal historique dans ce territoire, et donc des modes de faire qui sont Hénin-Beaumont, si on regarde Hénin-Beaumont, enfin, avant d'être Front National, c'était socialiste, avec un mode clientéliste, hyper corrompu, donc avec des méthodes, si vous voulez, on n'a rien à envier aux Bouches-du-Rhône, en termes on n'a juste pas la mafia armée, c'est tout. Mais le reste des pratiques, c'est exactement les mêmes, qui changent progressivement, mais voilà, donc coopérer avec les alentours, en fait, on a toujours été vécu comme des agents concurrentiels. Les méthodes qu'on employait, l'alternative qu'on apportait, il ne fallait surtout pas que ça réussisse. Parce que ça remettait en cause le modèle dominant avec des élus qui étaient, pareil, ils n'avaient pas fait leur transformation sur l'économie, ils attendaient que de grosses entreprises, de grosses industries arrivent à nouveau, et les gens continueront de voter pour nous. Et surtout, continuons à avoir un mode paternaliste, clientéliste vis-à-vis d'eux, parce que c'est ça qui les nourrit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a encore des villes qui fonctionnent vraiment comme ça. Donc voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Si à Bondy, la transition écologique est en train d'arriver et elle est présente pour beaucoup de personnes qui sont sensibles à la cause européenne, ou en tout cas écologique et environnementale. Le problème reste toujours que les banlieues, en général, c'est un brassage de culture et qu'il est quelquefois difficile de créer du lien pour aller chercher des personnes et les ouvrir ou tenter de les ouvrir à des conférences comme ce soir, mais aussi à la culture en général. Et voilà, tout simplement, ça c'est, je pense, l'écueil et la plus grosse difficulté qui existe dans n'importe quelle ville de banlieue. Donc, faut-il faire venir des tracteurs et des campagnards vous voyez, jusqu'où peut-on aller? Parce qu'il y a aussi des nids, puisqu'on parle du Front National, à Bondy qui existent et qui existeront, parce que voilà, chacun a une opinion politique et tout le monde a le droit d'en avoir une. Donc, voilà. J'ai aucune réponse, mais vraiment la question de changer de regard en fait et essayer de poser le regard sur les ressources qu'on a sur son territoire. Et je suis sûr qu'à Bondy, il y en a des tonnes, mais qu'on ne les voit peut-être pas. On y est. Je pense que le terrible de Bondy, c'est aussi la ferme Caillard, qui est aussi quelque chose qui participe aussi de cette mémoire qui peut être revalorisée, alors qu'il y a plein d'autres fermes qui ont été détruites dans des projets immobiliers. Et donc, effectivement, on est à l'intérieur d'un terrible de Bondy. C'est pour ça. Tout à fait. Juste deux points comme ça pour conclure et ensuite on pourra poursuivre autour d'un pot. Je reprends le fil de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de cette transformation du rapport du politique aux habitants, aux services, comment ça change la manière de travailler, donc changement de posture.
Et ce que vous disiez aussi tout à l'heure un peu dans votre réflexion, comment on passe de ce modèle paternaliste que tu viens de rappeler aussi, où c'est l'élu qui, voilà, pas très loin du coup aussi de la politique ancienne. Donc là, il y a une sorte de continuité politique entre le modèle paternaliste industriel et puis cette nouvelle façon un peu clientéliste de poursuivre cette façon aussi de sous-estimer aussi le rôle de la population à quelque chose qui cherche. Alors à faire avec. Se pose la question, et je me souviens que c'était une question qui avait été abordée lors d'une rencontre aussi à Los, et je pense que c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas de répondre là ce soir, mais qu'il y a une question d'actualité aussi très, très, très vive en fait, des transformations du service public. Parce que je pense que cette évolution-là qu'on voit à la loupe de manière très contrastée à une échelle très locale, ça peut aussi nous éclairer dans la manière aussi de comprendre, de lire, peut-être aussi de se positionner de différentes manières par rapport à quelque chose qui se passe, alors selon d'autres déterminants, mais aussi à l'échelle nationale, avec un peu une évolution qui n'est pas connue, donc toutes les options sont possibles, et donc effectivement le dépassement du paternalisme, ça peut être aussi l'abandon total. Une espèce de dérégulation, de jungle, d'absence totale de politique. Mais ça peut donner aussi effectivement d'autres formes de politique, d'autres formes d'implication, d'autres formes aussi de participation à la chose publique, où on sort du modèle du fonctionnaire, celui qui est chargé de la collectivité, qui a les compétences, que font les élus s'il y a des gens, les pauvres, qui, au lieu de marcher, de passer leur week-end, ils passent leur temps à ramasser des déchets. Et que fait la ville? C'est quand même un minimum, c'est la collectivité qui a en charge ça. Donc c'est intéressant, du coup, là, de se poser cette question, parce que soit on tombe effectivement dans quelque chose d'assez banal, mais derrière le risque, c'est toujours en fait de revenir à une espèce de fantasme paternaliste où on attend de la collectivité, des élus, des services de l'État de prendre en charge. Voilà. Donc comment penser aussi cette évolution de la place de la collectivité, des services publics, entre un intérêt général et des formes de solidarité qui deviennent de plus en plus nécessaires, mais aussi à renouveler de telle façon, aussi à remobiliser des ressources et des personnes. Et le deuxième point qui fait un peu le lien, c'est la question de la culture, effectivement, parce que tu donnes en fait une définition très particulière de la culture, qui n'est pas la culture des milieux bobos parisiens, c'est-à-dire c'est une culture très ancrée dans l'histoire, très ancrée dans la terre, le territoire aussi comme ancrage. Et ce qui est intéressant aussi dans la discussion, qui est très lié aussi à des histoires professionnelles, à des dynamiques économiques, c'est un rapport au travail. Et c'est pas anodin ça en fait aussi, par rapport aux conditions qui nous permettent de penser cette transition, ce basculement vers quelque chose qui n'est pas encore connu et qui probablement reste en grande partie encore inventé. C'est comment aussi on pense cet ancrage dans des expériences professionnelles de travail, et le travail, pas simplement comme un emploi, mais le travail aussi comme élément identitaire, comme élément de... Oui, il nous informe qu'on dépasse. Merci Tristan. Voilà. Et que donc faire territoire, c'est créer ce sentiment de continuité culturelle ancrée aussi dans ces cultures de métier, culture du travail, parce que c'est par le travail aussi qu'on construit une fierté, qu'on se construit une identité ouverte à l'autre, par les enjeux de coopération, par les enjeux aussi de solidarité collective, et que si on prend ça comme définition de faire territoire, alors défaire le territoire, ce qui crée de l'exclusion, c'est pas tant l'attitude d'un tel ou tel qui fait pas suffisamment d'efforts, mais là, dans l'histoire, c'est aussi ce qui crée de l'exclusion, c'est aussi une rupture dans ce récit culturel qui peut créer aussi une identité d'appartenance et une appartenance communautaire, pas au sens identitaire
C'est-à-dire par rapport à des éléments abstraits, idéologiques, mais par rapport aussi à une identité commune liée à l'expérience de ce que l'on fait ensemble, de la manière dont on construit ensemble ce cadre de vie partagé. Et donc là, il y a aussi quelque chose, effectivement, dans la mise en récit, des conditions qui permettent de reconstruire un projet de cohésion. Et pas d'inclusion, justement, mais de cohésion. Quelque chose qui lutte à la racine de l'exclusion, alors que faire du social, en fait, ça ne résout rien des phénomènes d'exclusion. Ça vient juste faire de la réparation pour que ça ne fasse pas trop le bazar. Donc la question de comment on construit de la cohésion à travers aussi cette fierté dans ce que l'on fait ensemble, dans ce que l'on construit ensemble, voilà, comme maison commune. Ok. Bon, je te remercie beaucoup, Julien, parce que je pense que ton intervention a été très appréciée, donc on peut réapplaudir là. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention et de vos remarques très pertinentes. Donc, comme à chaque fois, il y a la deuxième mi-temps qui se passe. Donc, à côté, c'est la première porte dans la grande maison, au rez-de-chaussée, dans le café citoyen. Voilà, pour prendre un pot et continuer aussi nos échanges. Bonne soirée, bon week-end, à bientôt. À la prochaine séance.